moi je vous remercie déjà de nous avoir invités. Alors je le dis tout de suite pour qu'on soit clair, on est venu de façon bénévole. Je ne suis pas payé par la CIA, je ne suis pas payé par le KGB. Voilà. Et quand je vends un livre, je gagne 1 € par livre que je ne touche qu'1 an après. Pour ceux qui répondent des rumeurs à la con. J'ai pas à me plaindre, j'en ai vendu 200 000. Je suis totalement transparent, j'en ai vendu 200 000, j'ai payé 70 000 € d'impôts et j'ai eu un procès, un solde sur les 6 livres où j'ai payé 50 000 €. Donc ça fait 120 000 € et donc j'ai gagné 80 000 € divisé par 4 ans que je bosse le samedi et dimanche que je ne suis pas rentré à la maison. Donc voilà, je suis totalement transparent, donc ceux qui veulent diffamer à ce sujet-là, ils peuvent. Donc le sujet de l'ADP, c'est pas spécialement mon sujet de prédilection, mais je vais en toucher 2 mots. C'est un truc de fou. Parce qu'il y a l'ADP, mais il n'y a pas qu'ADP, il y a aussi le seul impôt que les gens sont contents de payer, qui est vendu aujourd'hui, le loto. C'est le seul impôt qu'on est content de payer toutes les semaines. Ça rapporte 16 milliards d'euros, 16 milliards d'euros par an. Et bien ça, ils le vendent. Il y a tous les barrages hydrauliques. C'est-à-dire que les barrages qui nous permettent de faire de l'électricité autrement que par le nucléaire. Autrement que par le nucléaire. Vont être vendus là à des entreprises étrangères. Et sans vouloir faire de chauvinisme, je dis j'ai du mal à comprendre que des entreprises et des organismes qui aujourd'hui sont bénéficiaires et qui sont utiles à l'État et qui sont quelque part des services publics. Les barrages hydrauliques, pour moi, ça fait partie d'un service public. C'est notre électricité, fait par le barrage de notre eau. Eh bien, ils sont en train de les vendre. Et ils ne les vendent pas à une entreprise française, ils les vendent à une entreprise chinoise, à une entreprise américaine. Et encore une fois, je ne veux pas faire de chauvinisme ou de poujadisme de bas étage, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi. Pourquoi demain, quand on va vouloir de l'électricité pas chère, on va s'adresser à des entreprises qui ont un seul intérêt dans l'achat de ces barrages hydrauliques, c'est de faire du blé. Donc de nous vendre l'électricité plus chère. Ou est-ce que ces gens-là font ça exprès, parce qu'ils sont tellement machiavéliques, pour que quelque part on ne puisse pas sortir du nucléaire? Puisque si on sort du nucléaire, on n'aura même plus de barrage hydraulique. Ah, il y a les éoliennes. Moi, je suis effaré par l'inconscience de ces gens-là. Et en plus, on ne peut pas dire qu'ils ne savent pas. On nous a vendu, il y a quelques années, ça a commencé par M. Balladur, M. Villepin, les autoroutes en France. Les autoroutes en France, 26% de bénéfices par an. Oui, Mitterrand aussi, toute la clique. Je les mets tous dans le même bateau. 26% de bénéfices par an. Et en plus, là, ils viennent de re-signer un avenant parce que ça pouvait s'arrêter là. Et il y a 2 ans et demi, en 2016-2015, ils ont re-signé un avenant pour 25 ans. Avenant, et je vous le dis aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à avoir en totalité. Il y a plusieurs personnes comme moi, comme Avrier à Grenoble, qui ont demandé à voir ces documents qui sont des documents d'État officiels, publics, qu'on devrait pouvoir regarder. Eh bien, on l'a mis au Conseil d'État, on a envoyé à la CADA, on a fait un conseil de tribunal administratif. Le ministre de l'époque, qui s'appelait... Ça commence par un M, il est président de la République. Ah, Macron. Le ministre de l'époque de l'économie, qui a donc signé cet avenant, a refusé de nous montrer ce document. Refusé, hein, officiellement. Il préfère payer des amendes. On a réussi à en avoir des bouts avec Avrier. Il y a un truc complètement fou dans cet avenant. Aujourd'hui, je vous le dis, les entreprises d'autoroutes ont le droit de faire des emprunts. Vous me suivez? Et les intérêts sont payés par les usagers. C'est dans le contrat. Non mais, j'ai jamais vu ça. Et bien c'est signé. Dans le contrat entre le Conseil général des Landes et le service des autoroutes, il est bien spécifié que si jamais cette société d'autoroute ne rentre pas dans ses frais,
ben, ça va être reporté sur les habitants des Landes et des départements que traverse cette autoroute. On est bien d'accord. C'est-à-dire que nous devrons payer pour que cette société fasse des bénéfices. Je ne me fais pas dire, hein, c'est un truc de fou. J'ai un autre endroit, parce que je continue, où ils ont... Non, je vous jure, c'est vrai. Il y avait une autoroute qui était trop chère. Écoutez bien, hein, je crois que c'est dans Pilleur de Ville que je l'ai mis. Il y a une autoroute qui était trop chère, donc les gens prenaient une départementale à côté, les camions. Je vous jure que c'est vrai. Et bien, ils se sont démerdés pour mettre des sens interdits sur cette départementale pour obliger les gens à prendre l'autoroute. C'est un truc de fou, hein. Mais jusqu'à quand ces gens-là vont nous prendre pour des cons? Jusqu'à quand l'ensemble de la population française ne va pas se rendre compte qu'on est juste des sacs à payer? Et encore une fois, moi, je ne dis pas autre chose que du factuel. Je suis incapable d'inventer. Donc quand je dis quelque chose aux gens, j'ai les preuves de ce que j'annonce, monsieur. Et la première des choses à faire, c'est, et c'est moi mon grand combat, déjà moraliser la vie politique. Moi je ne dis pas redevenons français, parce que tout de suite ça a une connotation qui ne me plaît pas forcément. Redevenons juste des humains. Ça sera déjà pas mal. Parce que sinon, quand on commence à glisser dans ce genre de dialectique, on peut vite arriver sur des extrêmes nauséabondes, où on se referme sur soi-même, et que justement les Gilets jaunes, ça n'a pas été ça quand c'est parti. Les Gilets jaunes, ça a été une ouverture sur le monde et une ouverture sur les autres. Donc continuons à avoir une ouverture sur le monde, continuons à avoir une ouverture sur les autres, continuons à avoir cet élan de solidarité, de convivialité qui s'est créé sur les ronds-points à un moment. Mais il faut aussi, aujourd'hui, et je le dis souvent maintenant, savoir les dépasser. C'est-à-dire que, et je le dis en toute honnêteté, les ayatollahs de l'horizontalité commencent à me faire chier. Ceux qui gueulent tous, oui, il n'y a pas de chef, on n'en veut pas, c'est tous des merdes, etc. Et qui veulent absolument être les chefs, vous faites chier. Parce qu'il va falloir qu'à un moment donné, on structure pour mettre ces gens dehors. Parce que ça arrange M. Macron que les gens soient diversifiés, soient partout, fassent des petits trucs à droite, fassent des petits trucs à gauche, qu'on ait 70 revendications, que ça l'arrange. Le grand débat, les revendications à outrance, ça l'arrange. Et on a perdu les fondamentaux. Le RIC, par exemple, qui ne va pas se faire tout de suite, mais qui veulent bien noyer. Parce que moi, je veux qu'on m'explique, c'est un truc tout simple. Pourquoi ils refusent le RIC? Puisque moi, je le dis souvent, avoir le RIC, c'est pour ne pas s'en servir. Quand vous prenez une assurance vie, est-ce que c'est pour vous en servir? Quand vous vous mariez à la mairie et que vous faites un contrat de mariage, est-ce que c'est pour divorcer? Non. Et moi, je considère que le RIC, c'est la même chose. Si tout se passe bien, si la Constitution est bonne, s'il pose des bonnes lois, si on peut révoquer les élus, et si on n'a pas besoin de révoquer les élus, ben on ne s'en servira pas du RIC. Et c'est aussi pour ça qu'ils ne veulent pas le mettre en place. Parce que c'est un garde-fou démocratique. C'est un garde-fou dont on pourrait se servir si ça va mal. Et ils ne veulent surtout pas qu'on le mette en place. Mais pour reprendre l'ADP, dites-vous bien une chose, et c'est important. On n'atteindra pas les 4,7 millions. À propos de l'ADP... Je vais juste terminer pour que Isabelle, hein, c'est ça? Je vais juste terminer. Mais dites-vous bien qu'aujourd'hui, on a déjà gagné sur le RIC. Il n'y a pas un pays au monde, qui demande plus de 900 000 signatures pour faire un RIC. Là, on est sur le point de dépasser le million. Il n'y a pas un pays qui demande plus de 900 000 signatures. Même aux États-Unis, ils ne demandent pas autant. Donc, si on dépasse le million de signatures sur le RIC, on a déjà gagné. En sachant que 1 million de signatures sur le RIC, c'est au moins 3 millions qu'on auront véritablement signé. Avec tout ce qui retire, tout ce qu'ils empêchent de faire, tout ce qui décourage. Donc, surtout, ayez dans la tête comme élément de langage qu'il faut continuer à signer et que si on dépasse le million de signatures, nous avons déjà gagné aux yeux du monde entier. Le deuxième élément de langage, par rapport au RIC, pour rassurer tous les gens autour qu'on manipule, c'est qu'il y a un pays qui se sert énormément du RIC. Non? Non. Les États-Unis. La Californie. Et on vient m'expliquer que le RIC est un truc communiste.
États-Unis, ils n'arrêtent pas de s'en servir. Et ça marche. Schwarzenegger, vous voyez qui c'est, monsieur le bodybuilder, a été élu grâce à une révocation du RIC. Il a été élu grâce à ça. Les Américains, sur le Coca-Cola, je vous donne une information, dans le Coca-Cola, il y a un produit qui s'appelle le E115. Le E115, c'est un produit qui sert à caraméliser le Coca-Cola et qui est un produit éminemment cancéreux. Vous me suivez? Grosso merdo, il y a 17 ou 18% de E115 dans le Coca-Cola. Si tu veux continuer à faire la conférence sans moi, tu peux, madame. Allô, Houston, tu veux faire la conférence à ma place? Pardon, c'est bien. Et bien au revoir, à la prochaine. Goodbye, comme diraient les Américains. Ah bon, d'accord. Super. Donc je disais des Américains grâce au RIC, il y en a toujours un comme ça, c'est normal. C'est ça les Américains. Le E115, grâce à un RIC, écoutez bien, grâce à un RIC en Californie, ils ont réussi à faire baisser le taux de E115 dans le Coca-Cola en Californie. Ça veut bien dire que ça marche. Et que ça marche pas pour demander la peine de mort. Et que ça marche pas pour vous faire croire, comme vous dites, que tous les jours, les gens sont pas bêtes. Les gens demandent à s'en servir quand c'est utile. Quand c'est quelque chose de valable sur la vie quotidienne. Quand on vous dit que vous voulez, le peuple veut le pouvoir, qu'on veut devenir maintenant des anciens communistes avec le couteau entre les dents, qu'on va tuer tous les riches, c'est pas vrai. Le peuple, il veut juste vivre et non survivre. On veut juste vivre décemment. C'est juste ça qu'on demande quand on parle de justice sociale ou fiscale. C'est pas autre chose, oui, Isabelle. Moi, je voudrais justement parler de justice. C'est peut-être plus une question pour Étienne, mais bon, quid de l'action qu'on pourrait avoir contre toutes les privatisations, parce que c'est prévu dans notre bloc de constitutionnalité quand même, ce qui est le service public, ça doit être monopole d'État. Et pourquoi on ne fait pas une action des procès, évidemment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça avance pas? Mais si, ça avance. Ne croyez pas surtout que ça. N'oubliez jamais, je le disais hier soir, les gilets jaunes, l'éveil de la conscience, ça a 10 mois. Il y a une question là-bas qui va peut-être dans le même sens. Vas-y. Si vous voulez bien. Il existe un préambule à la Constitution française. Ce préambule est en rappel de l'article 1er. C'est le préambule d'octobre 1946 qui, dans son article 9, précise, je me rappelle, tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Il existe également dans la Constitution l'article 53. L'article 53 prévoit la constitutionnalité des choses. Comment se fait-il qu'on puisse constitutionnaliser des nationalisations alors que le préambule de la Constitution, à savoir sa fondation, est fondamentalement contre? Tu prêches un convaincu? Comment se fait-il que ces gens-là s'assoient sur les lois? Perso, je les emmerde un peu. Le Conseil constitutionnel est accessible. Non, mais tout ça, dites-vous bien. Mais je suis pas assez nombreux. Je me sens un peu tout seul. Mais c'est normal. À alerter le Conseil constitutionnel. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Ces gens-là posent des lois, c'est pas pour les respecter. C'est juste pour nous mettre de la poudre aux yeux. Mais non. Mais ils font ce qu'ils veulent. On les a laissés faire pendant 40 ans. On les laisse faire. Non. On les a. Mais vous pouvez tout ce que vous voulez faire des procès. Et aujourd'hui, je dois recevoir à peu près 50 personnes par mois qui font des procès. Il faut le faire. Sachez qu'aujourd'hui, le moindre procès, si jamais il se démerde bien, ça peut durer 10 à 15 ans. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire. Je dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence. Vous, comme moi, savez que si vous avez de l'argent, un procès, ça peut durer 15 ans, 20 ans. Je suis bien placé dans mes bouquins pour vous dire qu'il y a des élus qui sont condamnés au bout de 21 ans. Tibéri, Balkany. Mais ça vaut le coup quand même. Mais oui, ça vaut le coup, tout vaut le coup. Après, c'est
Est-ce que c'est une priorité? Moi, pour moi, mais personnellement, faire un procès sur un article de loi de la Constitution, il faut le faire, et je participerai, non mais je dis n'importe quoi, se battre contre ça. Il faut le faire, il faut se battre, mais c'est pas forcément, pour moi, la priorité. Une autre Constitution, pour qu'on l'impose par la suite, c'est une priorité. La priorité, c'est quand même que le peuple reprenne. Qu'on reprend et qu'on redevienne acteur de notre citoyenneté. Si vous saviez le nombre de choses qu'on pourrait dénoncer aujourd'hui qui sont des malhonnêtetés, des jugements qui sont complètement aberrants. Moi j'en ai à la peine. Des gens qui sont condamnés et qui ont détourné des millions d'euros. Là j'en ai un que j'ai mis dans mon dernier livre. Le mec il est condamné à 293 millions d'euros d'amende de fraude fiscale. 293 millions d'amende de fraude fiscale. Tu sais combien il a payé? 33 millions. Il a été négocié. Ça, pour moi, c'est une folie. Toi, tu vas bosser un week-end et tu vas gagner 150 € pour nourrir ta famille. Tu te fais gauler par l'inspecteur du travail, 3 mois après, on te fait vendre ta baraque. Et ce type-là, il passe de 293 millions à 33 millions. Pour moi, je trouve ça, mais innommable. J'ai plus son nom en tête, mais c'est un marchand d'art. Non, c'est un marchand d'art. Et il est passé. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, alors qu'ils nous promettent d'arrêter la Cour de justice, ils ne l'ont toujours pas fait? Ils ne l'ont toujours pas fait. Mais Cahuzac, il y en a plein d'autres, ils ne l'ont pas fait. Comment ça se fait qu'ils nous ont promis? Ils nous ont promis que le verrou de Bercy allait modifier, et ils n'ont pas modifié le verrou de Bercy. Comment ça se fait qu'ils nous ont promis la moralisation de la vie politique, et que ces gens-là, ils ne l'ont pas fait? Je vais même vous dire pire. Pire, avant que Macron arrive, et je mets les autres dans le même sac, quand un élu était avocat, vous me suivez, en même temps qu'il est élu, j'ai du mal à comprendre d'ailleurs comment il peut être avocat en même temps que député, et bien on pouvait savoir le nom des clients qui payaient l'avocat député. Vous me suivez? C'est comme ça qu'on a su à quelques-uns que Mme Rachida Dati avait touché un chèque de 400 000 € et de qui elle l'avait touché. Et c'est comme ça qu'on a su que Mme Rachida Dati avait touché aussi un chèque de 600 000 € d'une grosse entreprise, tout en étant députée européenne. Vous me suivez? Donc on pouvait dénoncer un conflit d'intérêts en disant bah, attends, t'es députée européenne, t'as touché un chèque de 600 000 € des pétrogaziers, comment ça se fait qu'une semaine après, tu défends une motion pour qu'on installe l'huile et le gaz de schiste en France? Vous me suivez? Et bien, dans la nouvelle loi de moralisation, on n'a plus le droit de connaître le nom des clients des avocats députés. Et ils ont appelé ça loi moralisation de la vie politique. Moi, je deviens fou. C'est des trucs sur lesquels il faut qu'on se batte comme des malades. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Mais pas coupable, monsieur le président. Mais c'est exactement ça. Et non seulement quand ils sont réélus, ils sont innocents. C'est aussi des formules. Et moi, c'est mes combats. Si on avait des hommes politiques qui avaient un petit peu plus de couilles, excusez-moi, on taperait sur la table. À ce que je sache, et encore une fois, ce que j'annonce c'est factuel, il y a un pays qui s'appelle l'Italie, qui a dit, il n'y a pas longtemps, tes directives européennes, tu peux t'asseoir dessus. Il y a un type qui s'appelle Macron, qui avait l'obligation d'avoir 0,2% de déficit voulu par directive européenne, et en fin de compte, on va avoir 0,3 ou 0,5. Les directives européennes, c'est un cache-misère. Le jour où on aura des hommes politiques français, et là je rejoins l'Américain qui parlait tout à l'heure, le jour où on aura des hommes politiques français qui diront hey, c'est pas des technocrates de merde qui vont m'obliger à faire des trucs de merde dans la France chez moi. Le jour où l'Europe, et je compare ça à une copropriété, tout le monde sait ce que c'est qu'une copropriété. Moi, une copropriété, c'est fait pour s'occuper, une copropriété, c'est fait pour s'occuper des espaces communs. C'est fait pour s'occuper de tout ce que les gens ont en commun. Ce n'est pas fait, une copropriété, pour s'occuper de la couleur de papier peint, du papier peint de mon appartement. Et aujourd'hui, malheureusement, l'Europe essaye de s'occuper de la couleur du papier peint de mon appartement. Et l'article 88, alinéa 1, 2 et 4 du code de notre Constitution, c'est quoi? On est un état de droit. Je ne peux pas entendre un discours pareil. On est dans un état de droit. Mais je le sais.
Et tu peux me parler de l'article 68, de l'article 52, de l'article 50, de l'article 31. L'article 88, alinéa 1, 2 et 3, c'est le transfert de souveraineté. Ils ont été faits par qui, pourquoi, comment? Donc il y a des transferts de souveraineté. Ces transferts de souveraineté font qu'aujourd'hui on n'est plus souverain. C'est un état de droit. Mais ce que je suis en train de t'expliquer. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Est-ce que j'ai dit que ça n'existait pas? Est-ce que j'ai dit que ça n'existait pas? Bah si, c'est exactement ce que tu as dit. Non. C'est du flanc. Est-ce que j'ai dit que ça n'existait pas? Oui, que... Non. Est-ce que j'ai dit que ça n'existait pas? J'ai dit que le jour où on a des politiques français qui ont des couilles, on les envoie chier. Mais ça marche pas comme ça. Mais ça marche si, ça marche comme ça. On a une constitution. Moi, je voudrais rappeler juste, monsieur. Quand quelque chose est illégal, est immoral, quand quelque chose devient immoral, moi personnellement, j'estime. Mais alors tu m'excuses-moi, je suis vraiment désolé, mais il y en a toujours un. À quoi ça sert les gilets jaunes de sortir? Voilà, c'est ça. Ce que font les gilets jaunes, c'est totalement illégal. Aujourd'hui, vous avez interdiction de manifester. Aujourd'hui, vous avez interdiction légalement de vous rassembler dans la rue. C'est un décret qui est sorti aujourd'hui. On peut vous mettre en prison parce que vous allez à une manifestation non déclarée. Voilà. On a obtenu un éveil des consciences citoyennes. Tout à fait d'accord. Rien que ça, madame. Rien que ça. C'est ce que j'appelle un tsunami. Il y a un tsunami qui s'est fait le 17 novembre. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes dans le reflux. Vous savez, le tsunami, c'est une grande vague qui arrive. Et puis après, il y a un petit moment de silence. Mais la vague risque de revenir. Et la deuxième vague de tsunami, en général, fait plus de dégâts que la première. Et c'est aussi pour ça qu'ils essayent de tout casser en ce moment. C'est aussi pour ça que samedi dernier, malgré le fait qu'il y avait beaucoup de monde à Paris, ils se sont démerdés pour casser les groupes, faire que les gens ne puissent pas se regrouper, faire que les gens ne puissent pas être ensemble. Ils ont peur. Si aujourd'hui ils font toutes les déclarations de répression qu'ils font, si aujourd'hui ils essaient de mettre en place des trucs complètement immoraux et illégaux. Moi j'ai un ami qui s'est reçu une amende de 135 € parce qu'il avait une cravate jaune. Une cravate jaune. 135 balles d'amende. Dites-vous bien que si ces gens font ça, c'est parce qu'ils ont peur. Le seul rempart de M. Macron aujourd'hui, c'est sa police. Et c'est pour ça que quelque part, ils ne punissent pas les policiers. C'est pour ça que ces gens-là n'ont même plus de marque référencée sur leur gilet, etc., qu'on ne sait même pas qui c'est. Parce que s'ils en punissent un seul, ils n'ont plus personne pour les défendre. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on est un petit peu dans le creux de la vague. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des luttes d'ego au niveau de... Aujourd'hui, c'est vrai, il y a de l'entrisme de certains pour faire que le mouvement se passe. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des partis politiques qui essayent de rentrer dans le mouvement pour prendre la palette. C'est vrai qu'aujourd'hui, les syndicats ont peur des gilets jaunes parce qu'ils ont peur de perdre leur pouvoir. Je ne parle pas des adhérents, je parle des chefs qui refusent. Moi, j'ai été en voir quelques-uns qui refusent de faire des convergences de lutte. Mais ils vont être obligés de céder. Parce que, je le dis souvent, il y a une chose qu'ils n'ont pas bien compris. Il y a une chose qu'ils n'ont pas compris, c'est que nous sommes le nombre. C'est nous le nombre. Il n'y a que 577 députés, 382 sénateurs. En gros, il y a combien de personnes qui essaient de nous diriger? Nous sommes le nombre. C'est notre argent. C'est nos employés. Et c'est notre pays. Et ces gens-là, ils vont finir par le comprendre. Parce que, et vous vous rendez compte quand même, malgré la répression, malgré les œils crevés, ça ne s'est jamais vu. Même en 68, il n'y a jamais eu autant de répression. On tire dans la tête des gens à bout portant avec des armes de guerre. Avec des armes de guerre. Sur le peuple français. Et en plus, quand vous regardez, parce qu'il faut regarder les choses, les gens qui se sont fait tirer dessus, les gens qui ont perdu un œil, c'est pas des terroristes, hein. C'est pas des Black Blocs. Bizarrement, c'est des gens comme vous et moi. Bizarrement, c'est la personne qui sortait, c'est la dame qui ouvrait sa tête, c'est le type qui était sous un bus, c'est la femme qui sortait de la manif et qui juste contrait. Et c'est sur ces gens-là qu'on tire. Et il y a encore des gens dans la rue. Malgré la peur qui est insufflée, malgré les médias qui nous manipulent, qui vous annoncent qu'il y a 50 personnes dans la rue, alors qu'on est déjà 5000. Et bien, le samedi d'après, les gens sont encore là. Moi, je sais, je pense qu'à la finale, si on tient, ils vont céder. Ils ne savent plus quoi faire. Regardez, ça commence, les fêlures. Ils ont balancé il y a 3 jours
4 jours, une loi sur les petits vieux de plus de 70 ans, à qui on allait supprimer l'aide à domicile. La petite goutte d'eau, là, qui commence à déborder du vase. Pour la première fois, 2 jours après, ils ont dit on retire. Les retraites qu'ils devaient soi-disant faire là, tout de suite, ça devait se faire à la fin de l'été. Bizarrement, ça va se faire après les municipales. Ils commencent à reculer. Mais je sais, c'est encore des frémissements, mais dites-vous bien aussi que les gilets jaunes, madame, ça n'a que 11 mois. Eux, ça fait 40 ans qu'ils nous manipulent. Ça fait 40 ans qu'on nous engraisse, entre guillemets, pour mieux nous prendre notre pognon. Ça fait 40 ans qu'on nous presse la tête comme des malades. En 11 mois, on ne peut pas tout faire. En 11 mois, c'est impossible de tout faire. Les gens voudraient que, allez, on claque des doigts, demain c'est bon. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. On a un travail à faire de fond. Il faut convaincre les gens autour de nous. Il faut convaincre ceux qui ont peur de ressortir dehors. Il faut que les prochaines manifestations qu'on organise à Paris, au centre névralgique, même si on est obligé de se cotiser pour prendre un bus, il faut qu'on soit 2 millions, 3 millions à Paris. Oui, mais pourquoi on va toujours sur les Champs-Élysées? On devrait aller à Auteuil-de-Livracy. Mais on dit des adresses des milliardaires. Ouais, moi aussi. Je vais te dire, il faudrait déjà que tout le monde vienne sur Paris une fois par mois. Qu'on soit 2 millions, 3 millions, je te jure que si on est 2 millions, 3 millions, quel que soit l'endroit où on sera, ils ne pourront rien faire. Toutes les manifestations, de façon sociologique et de façon historique, quand on dépasse un certain nombre sur Paris, ils cèdent. On bloque tout. Mais déclaré, pas déclaré, je m'en fous. Si on est le nombre, ils ne pourront rien faire. Samedi dernier, ils ont réussi quand même. Mais on n'était pas encore assez nombreux. Honnêtement, moi j'étais à Saint-Lazare à 7h30 du matin, j'étais à la Madeleine, je suis passé après du côté des Champs, on n'était pas encore assez nombreux. J'ai pas vu assez de cars aux entrées de Paris. Quand il y aura 20 cars de chaque département qui part et qui remontent sur Paris, vous verrez qu'ils seront emmerdés. Et même s'ils les bloquent aux entrées de Paris, tout Paris sera bloqué. Parce que si on est très nombreux et si on est beaucoup nombreux, à un moment donné, les ambulanciers vont nous rejoindre. Les urgentistes vont nous rejoindre. Les avocats vont nous rejoindre. Tous les gens qui, de façon corporatiste, sont en souffrance aujourd'hui, et Dieu sait s'il y en a. Les pompiers, les banquiers... Pardon, merde, j'ai dit une connerie. Ah, ça va, je suis content, vous suivez. Les policiers, mais il y a des policiers qui sont en souffrance. S'ils voient, ils vont nous rejoindre. Et je peux vous assurer, moi, mon rêve, c'est de voir les camionneurs qui débarquent sur Paris. C'est de voir les ambulanciers. C'est de voir les VTC. C'est de voir le peuple français qui n'écoute plus ses dirigeants syndicaux. Et qui se disent les tracteurs. Qui viennent un petit peu avec un peu de fumier. Et au lieu de casser, on déverse le fumier devant les portes. Je vous jure qu'on va arriver à ça parce que de plus en plus, ils nous appuient sur la tête et de plus en plus, ça devient intolérable pour un maximum de gens. Moi, je ne peux pas imaginer qu'un jour ou l'autre, ça n'explose pas. Il ne faut pas que tu dises qu'ils ont voté Macron, encore une fois, parce que c'est comme c'est hier soir, il ne faut pas regarder uniquement ce qu'on est en train de te dire. Macron, je vais vous donner un exemple sur la démocratie aujourd'hui. Vous connaissez tous M. Valls. Maintenant, quand je le rencontre, j'appelle quand je le rencontre, j'appelle Dark Vador. Moi, je le connais bien, je me suis battu physiquement 2 fois avec lui. Le remplaçant de M. Valls, comme député, a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. Aujourd'hui, le député qui remplace Valls a été élu avec moins de 1 électeur sur 10. Monsieur Dassault, vous connaissez Monsieur Dassault, qui est mort. Le remplaçant de Monsieur Dassault au conseil régional, au conseil départemental. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est des chiffres factuels. Hein. Il a été élu avec 0,6 électeurs sur 10. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le conseiller départemental qui nous représente, le nombre d'électeurs par rapport aux inscrits qui représentent son élection, c'est 0,6 électeurs sur 10. Voilà ce qu'est la démocratie. Alors quand tu dis que les gens ont voté Macron, non. Le peu qui restait ont voté Macron et l'ensemble des autres qui sont dégoûtés et qui ne savaient pas pour qui voter
ont voté soit n'importe quoi, soit on n'a pas été voté. Combien le taux d'abstention sur les européennes, dis-moi? 53%. Combien pour les autres listes hors Macron? Tu additionnes tout ça, tu vas t'apercevoir que les gens qui ont voté Macron, c'est à peine 0,9 électeurs sur 10. Donc il ne faut pas en vouloir aux peu qui restent, qui ont voté Macron. Moi j'en veux plutôt à tous ceux qui n'ont pas été votés, ou qui se sont dispersés, parce qu'il y a aussi une stratégie de manipulation politique. Quand tu as 24 listes qui se présentent, 20, dont la liste pour les animaux que je respecte, tu te poses des questions. Moi je sais qu'il y a des listes qui ont été montées uniquement pour disperser les voix. Uniquement pour disperser les voix. Donc vraiment, employer les bons mots, Macron, il lui reste presque plus de voix. Son réservoir est presque vide. Et donc, on va finir par gagner. Voilà. Alors, moi je vous dis, j'aimerais être avec vous, mais j'ai une femme et des gosses. D'où ma question, et j'en reviens à ce que dit ce monsieur, parce que effectivement toutes les remarques sont bonnes à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Vous dites que le dernier rempart entre le peuple et Macron, c'est la police. Les avocats sont dans la rue. Pourquoi on ne fait pas des... Je sais pas, un exemple concret encore. La taxe foncière arrive. Vous le savez, pendant des années, on a poussé les Français à acheter des diesels. Maintenant, on les punit parce qu'ils ont du diesel. Sarkozy a poussé les Français à devenir propriétaires. Aujourd'hui, la taxe foncière dans les Landes a augmenté de 18%. Donc, je veux dire, on nous traite, effectivement, on nous traite comme des vaches à lait. Mais je veux dire, pourquoi ne pas aller voir le président du Conseil général et lui rappeler que dans les petits propriétaires, il y en a qui vivent avec 2 000 € par mois? Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On écrit, on fait des procès, ouais. Je vais juste repositionner les choses tout de suite. Ni Étienne, ni moi, ni d'autres ne sommes ni des gourous, ni des assistantes sociales, ni des gens qui avant la science infuse. Moi, je ne peux pas inventer des combats sur chaque département, etc. Et en plus, je serais malvenu de le faire, puisque j'ai aucune habilitation pour le faire de qui que ce soit. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu d'assemblée. Donc par contre, non mais je suis d'accord avec vous, c'est pas simple. Vous dites de descendre dans la rue. Oui, mais moi mais il y a plein d'autres solutions, mais je peux vous en donner 50 des solutions. J'en ai discuté dans la voiture tout à l'heure. On n'est pas obligé de faire des manifs, on peut inventer ce que j'appelle... Alors, ce que je dis, il ne faut pas le faire. Je fais gaffe, pour ne pas me retrouver en garde à vue demain. Mais à 50, sur un endroit, on peut tout bloquer. Il y a d'excellents tutos, et surtout ne le faites pas. Sur Internet, qui vous explique comment fabriquer des boules puantes. Il suffit de partir à 50 dans un centre des impôts, ou dans une préfecture, et innocemment, de lâcher vos boules puantes et de sortir. On ne peut pas vous mettre en prison parce que vous avez des flatulences. Par contre, il ne faut pas le faire, hein. Grâce à ce genre de système qu'il ne faut pas faire, vous bloquez la préfecture pendant un paquet de temps. Hein. Je vais vous en donner un autre, mais c'est déjà pas mal. Je veux dire, j'ai pas la solution infuse. Vous me demandez de vous donner des trucs. Je vous en donne un autre qui est vachement simple. Vous savez tous qu'il y a des entreprises parce qu'il faut aussi taper là où il y a l'argent. Mais oui, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il y a des endroits, il y a des entreprises qui ont beaucoup d'argent et qui ne payent pas d'impôts. Il y en a une spécialement qui vend du café. Je ne sais plus le nom, je fais gaffe pour ne pas avoir un procès, ça commence par un S. Ça se termine par Buck, enfin vous verrez, vous trouverez, etc. Qu'est-ce qui vous empêche à 30 ou 40, et là vous voyez bien, je ne suis pas en train de parler d'une grande manifestation, hein, en prévenant la presse, bien entendu, vous prenez un journal local, d'aller dans ce café, de commander un café à 30, de rester assis pendant 3 heures, de vous cotiser pour payer ce café, de demander des pailles pour le boire, et en partant de lui dire « à bientôt ». Ça a l'air con comme combat. Je ne dis pas que c'est la solution. C'est prioritaire à récupérer notre souveraineté. Mais tout est prioritaire, mais je sais. Tout est prioritaire. Mais si Isabelle, si vous avez d'autres solutions, allez-y. Mais pour moi, aller dans la rue,
c'est aller à l'état martial. Parce qu'ils attendent que ça. Mais je le sais. Mais je viens de vous en donner deux qui n'étaient pas forcément d'être dans la rue. Alors je vais vous en donner une autre parce que j'ai participé à d'autres trucs avec une association qui s'appelle iboycott.org. Prenez vos crayons, notez. Donc je suis parrain depuis maintenant 4 ou 5 ans. iboycott.org est une association qui fait qu'on redevient des acteurs et des citoyens. Donc on a remarqué sur iboycott.org qu'il y avait une entreprise qui s'appelait les boîtes de thon Petit Navire qui raclait le sol pour récupérer des fonds de sol pour arriver à nous donner quelques thons à manger. Nous nous sommes réunis, nous avons lancé, et il faut se servir du système, par Internet, un mot d'ordre, et il y a 50 000 internautes adhérents de iboycott.org qui ont écrit, même pas 50 000, c'est 15 000, pardon. Maintenant je suis en train de remettre 15 000 personnes qui ont envoyé un email au patron des boîtes de thon Petit Navire en lui disant si tu continues à racler comme ça, le sol sans t'occuper des conséquences, à partir de demain, nous achetons une autre boîte de thon. Vous me suivez? 15 jours après, une autre marque. 15 jours après, le patron des boîtes de thon Petit Navire nous écrivait pour dire qu'il changeait ses méthodes de pêche. Pardon? Mais oui, déjà il nous a écrit, on a vérifié, il le fait, mais déjà il nous a écrit et il a cédé. Montons les marches d'escalier un par un. Déjà il nous écrit, il cède, il y en a plein qui répondent même pas. J'ai vu la dame qui m'a dit, j'ai écrit, on m'a jamais répondu. Il a répondu, il a dit qu'il changeait. C'est déjà un pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à 50, à 15 000, de chez soi, en se servant du système, le téléphone, Internet, on peut arriver à en changer les choses. Donc moi je ne dis pas qu'il faut aller dans la rue. Je dis qu'il faut qu'on les harcèle. Je dis qu'il faut qu'on ne les lâche pas. Je dis qu'il faut qu'on tape là où ça fait mal. Et quand vous allez 2 fois par semaine dans un Star pour prendre un café à 40, vous faites chuter le chiffre d'affaires. Vous voulez que je vous donne un autre truc? Parce qu'il y a plein d'autres trucs à inventer. Vous allez dans une autre entreprise qui ne paye pas ses impôts en France, qui commence par un D et qui se sert souvent d'un canard. Vous voyez de quoi je veux parler? Faut pas le faire. Je le dis toujours. Maintenant, la plupart du temps, il y a des machines automatiques. Vous me suivez? Alors, il y a des gens il y a des machines automatiques. Ah, prenez note, la dame. Vous savez, pour commander des trucs, maintenant, vous ne parlez plus à quelqu'un, vous appuyez sur des boutons et vous demandez des sandwichs, vous demandez que ça. Vous suivez? Il y a un truc qui s'appelle paiement en espèces. Vous me suivez? Commande à la caisse. Vous me suivez? T'arrives à 10. Moi, je boycotte cette main. Mais non, mais on est d'accord, madame. Je vous parle de combat autre. Je vous parle de combat autre que de casser et de se faire matraquer. Je termine. Donc vous allez à 10 dans un D avec un petit canard. Et ce que je vous dis, c'est légal. En plus, moi, je ne veux pas aller en prison. J'ai les gardes à vue, j'aime pas, etc. Vous allez dans la machine, vous commandez 40 sandwichs, 30 petits fours, 3 ou 10 grandes bouteilles de coca, vous appuyez sur espèces, paiement à la caisse. T'as compris? Toutes ces entreprises sont traitées de façon électronique. C'est-à-dire que quand tu tapes un truc sur la caisse, ça retire des stocks, ils recommandent automatiquement des hamburgers, etc., etc. Vous êtes 10 à faire ça sur une machine. Vous foutez en l'air toute l'organisation de l'intendance de la boutique. Et on fout en l'air des emplois. Mais non, madame, arrêtez. Arrêtez. On fout, oui, on va peut-être foutre en l'air 1 ou 2 emplois, mais en attendant, on fout dans la merde McDonald's. Il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'essaye de vous donner des pistes de travail. Si elles ne vous conviennent pas, vous en inventez d'autres. On ne peut jamais rien faire sans rien. Quand vous descendez dans la rue le samedi et que vous deviez, il y a les commerçants qui gueulent parce qu'ils ne peuvent pas vendre. Si vous permettez. On s'en sort pas. Moi, j'essaie de vous donner quelques pistes de travail qu'il ne faut pas faire. Hein, je le dis, il ne faut pas le faire. Parce qu'il faut s'attaquer à ceux qui ont l'argent. Il faut s'attaquer à ceux qui ne payent pas leurs impôts en France. Pour que quelque part ça change aussi. Parce que moi j'en ai marre de voir des gosses qui se font crever les yeux dans la rue.
J'en ai marre de voir que la répression qui est organisée, la manipulation populaire qui est organisée, on n'arrive pas à y répondre. Moi, quand j'arrive pas à rentrer par une fenêtre, je passe par la porte. Quand la porte ne marche pas, je passe par en dessous. Mais j'essaye de trouver une autre solution. Parce qu'en France, on a une chose qu'on ne peut pas dupliquer, c'est l'imagination. Donc si vous voulez des idées, j'en ai plein d'autres comme ça. Vous voulez que je vous en donne encore une? Faut pas le faire, hein. C'est pas bien. On est tous dans les entreprises. Et vous allez trouver ça marrant, ou débile, ou ça sert à rien. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir? Dans les entreprises, en général, les chefs, ils sont au 5e étage. Je dis ça, mais ça peut être au 3e, ils sont toujours au 3e. Moi, je peux vous dire par expérience que tous les chefs qui arrivent, en général, quand ils arrivent au boulot à 8h, à 8h ou à 9h30, ils vont tous aux chiottes. Tu passes un quart d'heure avant et tu piques le papier cul. Et bien le chef qui va aux chiottes, qui a oublié son téléphone et qui n'a pas de papier cul, mais ça a l'air idiot, c'est bête. Mais ben, ça fait simplement que pendant une demi-heure, 1 heure, 3 heures, vous avez foutu en l'air la bonne marge de l'entreprise. Mais Isabelle, si tu as une autre idée, vas-y. Mais il faut arrêter avec les petits. C'est bien d'être... Et ben qu'est-ce que tu proposes comme grande idée? Et bien justement qu'on se mette tous ensemble, qu'on fasse une tontine, et puis qu'on fasse un gros procès pour reprendre nos biens. Balance-toi. Aujourd'hui, tu peux le faire, tu sais. Tu sais, il y a... Et je demande à Étienne. Mais Isabelle, tu peux le faire toi-même. Aujourd'hui, on a tous la possibilité de lancer un truc. Hein. Toute seule, je peux rien faire, c'est très bien. C'est une solution. Et ceci, juste, je voudrais dire, moi je suis pas là pour être à un tribunal et me faire assassiner par vous. Hein. Donc, encore une fois, je l'ai dit, on n'est ni des gourous, ni des assistantes sociales, ni des dieux. Donc moi, je vous explique, j'ai dénoncé un certain nombre de choses dans mes livres parce que je pense que plus les gens savent, moins ils peuvent abuser, plus on est transparent, moins ils peuvent le faire. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner la solution miracle. La solution miracle, c'est les gens qui doivent la trouver. Mais on va l'écouter, tiens, il n'y a pas de problème. Des sujets, privatisation ADP, RIC, nouvelle constitution au niveau des communes. Donc moi, j'aimerais bien avoir une réponse par rapport au RIC. Donc ça s'adresse à Étienne. Le RIC, pour le mettre en place, comment faire? J'ai bien entendu tout à l'heure qu'il va falloir qu'on y travaille tous, avec des ateliers constituants. Mais est-ce qu'aller directement tous dans nos communes, voir nos maires, et éventuellement ceux qui se présentent, les futurs maires, ben, leur imposer, on votera pour eux si ils instaurent le RIC. Donc comment faire? J'aimerais bien qu'Étienne y réponde après. Étienne, on avait déjà assisté au mois de mars à une conférence où il était venu et il est revenu, merci. Le texte de loi qui me demande de vous dire ce que je fais de mon argent. Il n'y a aucun texte de loi sur le sujet. Il y a une circulaire interbancaire, commerciale, qui demande de demander pourquoi faire, vous servez de l'argent, ils se servent de ça comme excuse pour dire que c'est lutter contre le trafic de drogue. Donc, je confirme qu'il y a des gens qui outrepassent de plus en plus la loi et les textes pour nous faire avaler n'importe quoi. Et comme c'est le pouvoir qui parle, on cède. Moi, je vous jure, à la banque, à chaque fois, je leur dis, inscrivez, je ne peux pas écrire ça, je sais pas, inscrivez trafic de drogue. Si vous êtes aussi, il faut qu'on devienne aussi des rebelles. On n'est pas obligé d'obéir à ce que nous raconte BFM. Je propose qu'on passe maintenant, si vous voulez, au RIC et au RIP, et peut-être de passer la parole à Étienne Chouard, qui ne sait pas. On est comme des prisonniers dans une cellule qui nous débattons et jusqu'à quelquefois nous disputer entre nous sur ce que nous devrions faire, sans s'occuper du fait qu'on est en prison. On discute, et ça fait des décennies depuis qu'on est né, en fait, depuis qu'on parle, on fait de la politique sans prêter attention à la prison, au fait qu'il y a des murs autour de nous et que ce n'est pas nous qui décidons. Nous ne décidons de rien. Et c'est pas ça notre sujet de conversation. Notre sujet de conversation, c'est qu'est-ce qu'on devrait faire, comme si nous étions capables de le faire, alors que nous ne sommes pas capables de le faire. Nous n'avons pas d'institution qui nous donne le moindre pouvoir. Nous n'avons pas de pouvoir. Et
c'est nous-mêmes qui fabriquons cette contradiction et cette espèce d'impasse désespérante. On n'arrive pas à trouver quoi faire parce que on ne fait pas attention à la prison. Alors que j'aime bien cette image parce que je crois qu'elle correspond bien à la réalité. La prison dans laquelle nous sommes, il y a une porte, elle est apparemment fermée, mais elle n'est pas fermée à clé. C'est une grosse porte, lourde. Moi tout seul, je ne vais pas y arriver. Vous tout seul, vous n'allez pas y arriver. Même si on est 10, 15, 20, 10 000, 100 000, ça ne suffira pas à la pousser, cette porte. Il faut qu'on soit très nombreux pour la pousser. Et si on est très nombreux, on la pousse, on sort, et enfin, on devient souverain. Le souverain, c'est celui qui décide. Savoir celui qui décide dans un corps social, dans un ensemble d'humains qui décident de vivre ensemble, savoir qui décide, ça s'écrit. On écrit qui décide, comment on désigne celui ou ceux qui parmi nous décident, ça s'écrit. Et ce texte écrit a un nom qui s'appelle la Constitution. Vous pouvez l'appeler autrement, vous pouvez l'appeler loi des lois, ou texte supérieur, texte suprême, texte courant. Le nom courant, c'est Constitution. C'est dans notre Constitution, je mets des guillemets parce que, au lieu d'être une protection, pour nous c'est une prison, mais c'est juste une prison parce qu'on ne s'en est pas occupé, parce qu'on continue à ne pas s'en occuper. Il y a quelque chose de désespérant, je trouve, à voir nos conversations politiques qui sont toujours axées sur les conséquences de notre impuissance politique et jamais sur ses causes. C'est très difficile, on dirait, pour les humains, pas seulement en France, c'est partout sur Terre. C'est très difficile, on dirait, de chercher la cause de nos problèmes et ensuite, une fois qu'on a trouvé la cause, de se concentrer dessus. On dirait qu'on est comme attiré par un aimant à une habitude de faire comme si nous étions souverains alors que nous ne le sommes pas. Alors, vous parliez tout à l'heure, je ne sais pas quel est votre prénom, vous avez comment ? Marie. Il y a Marie qui parlait de souveraineté, et puis il y a votre voisin derrière vous qui a un scotch vert sur le bras. Je sais pas, quel est votre prénom ? Fred. Et il y a Fred qui soulignait que nous n'avons aucune souveraineté et que les acteurs politiques à qui nous avions confié temporairement, les élus à qui nous avions confié temporairement la souveraineté, l'avaient bradée, vendue, transférée, donnée comme si ça leur appartenait, la souveraineté, alors que évidemment la souveraineté n'appartient pas aux élus, la souveraineté c'est au peuple, c'est aux humains qui décident d'avoir des représentants, d'exercer la souveraineté. Et Fred soulignait que nos élus nous ont littéralement trahis en transférant cette souveraineté à l'Union européenne. C'est complètement vrai et je le vois venir, il a raison, une des priorités, ce serait de sortir de l'Union européenne, parce que la prison française est doublée d'un deuxième mur d'enceinte qui est européen. On est dans une prison nationale, et autour de cette prison nationale, c'est un texte dans lequel nous ne pouvons décider de rien, il y a les élus, pour s'affranchir encore plus de tout contrôle, ont fabriqué d'autres institutions qui sont encore plus loin de nous, et qui nous interdisent encore plus les contrôles qu'auparavant. Donc on est en fait dans deux prisons, l'une dans l'autre. Prison nationale, le tout à l'intérieur de la prison européenne. Donc oui, il faut sortir de l'Union européenne, mais si nous sortions de l'Union européenne, nous serions encore dans la prison nationale. En fait, nous sortirions, et c'est ça qu'ont commencé à faire les Gilets jaunes, si on fait le bilan, c'est tout à fait spectaculaire ce qu'ils ont fait, parce que ça se fait, comme dit Philippe, ça se fait dans la tête, c'est dans les consciences. Ce qui s'est passé, c'est le début d'une mutation intellectuelle qui est de se transformer d'électeurs en constituants. D'électeurs obéissants en constituants désobéissants. En fait, les Gilets jaunes ont fait, je trouve, deux choses essentielles et quelque chose supplémentaire, accessoire mais décisive. Deux choses essentielles, c'est d'avoir mis l'accent sur le RIC. Aujourd'hui, il y a vraiment peu de monde, il y en a encore qui ne savent pas ce que c'est que le RIC, mais il y a énormément plus de monde qui sait ce que c'est que le RIC, presque en détail par rapport à avant le mouvement des Gilets jaunes. Et puis, une autre révolution, et là vraiment c'est une vraie révolution planétaire sur la Terre, ils se sont mis à écrire eux-mêmes, s'apercevant qu'on ne leur donnerait jamais le RIC,
Ils se sont mis à l'écrire eux-mêmes, et ça, je crois que c'est une première dans l'histoire des hommes. Parce que les rites qui existent partout sur Terre, il y en a d'autres. Hein. Philippe parlait de ceux qui sont aux États-Unis. Il y a plus de la moitié des États-Unis d'Amérique qui ont le RIC. Mais ce sont des rites écrits par les élus. Ce ne sont pas des rites écrits par les citoyens. Et ce sont des rites dans un milieu où les médias sont achetés par les riches, comme en Suisse. Or ça, c'est tout à fait décisif pour rendre le truc inopérant, ou en tout cas moins opérant. Ce que font les Gilets jaunes, quand ils réfléchissent eux-mêmes au RIC, c'est qu'en plus des règles du RIC en toute matière et écrites par nous-mêmes, donc constituant législatif, abrogatoire, constituant et révocatoire, en plus de ça, ils écrivent des règles sur les médias en disant il faut absolument que les médias ne puissent pas être achetés par les plus riches du pays, il faut que les médias soient pluralistes, il faut que ce soit... Alors, il y en a qui vont sur la piste, il faut que ce soit des services publics, indépendants de l'exécutif, indépendants du législatif, indépendants des autres pouvoirs, mais il faut que ce soit payé par nous, il faut que ce soit nous qui payons les journalistes, de façon à ce qu'ils soient à gauche, à droite, mais libres, et pas tous au service des plus riches du pays. Et à mon avis, si les gilets jaunes, si nous devenons tous gilets jaunes, suffisamment nombreux gilets jaunes, entre guillemets, avec ou sans gilet en fait, hein, c'est surtout des citoyens constituants, si nous devenons assez nombreux pour instituer nous-mêmes un vrai RIC avec des médias indépendants, ce sera un bien meilleur RIC que tout ce qui existe sur Terre. Et par RIC, nous sortirions des deux prisons. On sortirait de la prison européenne et de la prison française. Parce qu'en fait, on aurait pris le problème par le bon bout. Quand on dit qu'il faut sortir de l'Union européenne, excusez-moi les gens de l'UPR, mais on est dans la même impasse que les autres. Oui, bien sûr, je suis d'accord, oui, il faut sortir de l'Union européenne, mais à qui sommes-nous en train de demander, de quémander comme à des gens supérieurs, comme si ce n'est pas nous qui décidions? À qui sommes-nous en train de demander? À ceux qui nous y ont mis plongés. Et ce sont eux qui gagnent les élections parce que c'est eux qui passent à la télé. À Sevignon, ils passent 1% à la télé. Même pas, il passe 0% à la télé. Et il arrive quand même à avoir 1%, mais c'est tout, il ne sera jamais majoritaire à cause de ça. Donc, vous voulez, toutes les solutions qui passent par l'élection à grande échelle, c'est-à-dire des élections qui demandent le soutien des médias pour les gagner, mais c'est mort, on ne les aura pas. Les médias sont déjà, c'est pas de la prospective, je ne suis pas en train de vous dire l'avenir, je suis en train de vous dire le présent. Aujourd'hui, les médias sont achetés par les riches. Donc, arrêtez de penser que vous allez gagner une élection contre les riches, c'est terminé. Les élections, elles sont gagnées par ceux qui passent à la télé. Les élections nationales ou internationales, européennes. Par contre, les municipales, ça peut se gagner sans les médias. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure. Mais j'oublie volontairement la question de la sortie de l'Union européenne parce que si je parle de ça sans avoir d'abord récupéré notre souveraineté, je parle dans le vide, comme toutes nos discussions. On discute en disant il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, en oubliant qu'on a les mains dans le dos, ficelées, et on dit il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, on met beaucoup d'énergie. Mais nous avons des chaînes dans le dos, nous sommes des chaînes aux pieds, des chaînes dans le dos. Vous dites il faut sortir de l'Union européenne. Ouais, mais comment on fait? Les élus sont les élus des médias des riches, donc les élus servent les intérêts des riches. Ceux qui ne voient pas ça aujourd'hui ne verront jamais, ils ont quelque chose devant les yeux qui leur interdisent de voir. Hein. Aujourd'hui, ça se voit que les élus servent les intérêts des riches et uniquement des riches. Et donc, quand vous demandez des faveurs, de meilleurs traitements à ces gens-là, excusez-moi, mais nous gesticulons en négligeant l'essentiel qui est notre impuissance politique, qui est programmée. C'est pas un truc qui tombe du ciel et qui s'impose à nous, on n'y peut rien. Si vous prenez les problèmes comme ça, là vous verrouillez la porte de la prison vous-même, c'est vous qui avez fermé la prison en disant on n'y changera rien, on ne changera pas la Constitution. Et taratata, si nous étions des millions, comme dit Philippe, mais à nous concentrer sur notre cause commune qui est d'apprendre à écrire ce texte que nous n'avons jamais écrit, jamais sur Terre nous n'avons écrit ce texte. Nous avons toujours laissé écrire les constitutions par ceux qui devraient normalement la craindre la Constitution. Il ne faut pas s'étonner qu'ils n'en craignent rien, ils s'en foutent de la Constitution. Enfin, ils s'en foutent, c'est leur outil de domination pour les riches et les puissants et les élus qui sont leurs serviteurs. Cet outil-là, c'est un outil de domination quand il est écrit par les dominants. La révolution, ce qui est en train de se passer,
et notamment grâce à Internet, qui nous permet de faire comme une éducation populaire, de nous apprendre entre nous à toute vitesse, et sans avoir besoin des médias achetés par les riches, sans avoir besoin des élus. Ce que nous permet l'Internet, et ce qu'a boosté les Gilets jaunes, c'est cette idée que c'est à nous d'écrire ce texte. Et que ça va tout changer, parce que la police obéit à l'armée, la police obéit à la Constitution, l'armée obéit à la Constitution, toutes les administrations obéissent à la Constitution, les juges obéissent à la Constitution, les ministres, les parlementaires obéissent à la Constitution, tous les corps, les gardiens de prison, les gendarmes, tous les pouvoirs obéissent à la Constitution. Et nous, on se fout de la Constitution. Mais on est bêtes, voilà, on est juste bêtes. Mais pour l'instant, enfin, nous nous comportons comme des enfants qui protestons en réclamant, en disant « voilà, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela ». Mais fais-le toi, c'est toi le souverain. Alors ce que font les Gilets jaunes aujourd'hui, le bilan, c'est d'avoir mis en avant, et de façon spectaculaire et très claire, l'idée centrale, décisive de l'institution d'un vrai RIC, d'un vrai référendum d'initiative citoyenne ou populaire, on s'en fout, c'est pareil, hein, pour moi, RIC ou RIP, si c'est populaire ou citoyenne, on ne va pas se chamailler sur cette distinction de mots, mais d'avoir mis cette institution qui est l'institution de la souveraineté populaire, quelque chose qu'on n'a jamais eu, c'est exactement ce qui nous manque. Toutes nos protestations vont enfin pouvoir déboucher si nous avons institutionnellement le moyen. Le droit au plus haut niveau du droit. La Constitution, en fait, c'est le sommet de la pyramide du droit. Dans les écoles de droit, on apprend la Constitution comme si c'était du droit. Mais dans mon esprit, c'est tellement haut dans la pyramide du droit que ça n'est pas un texte juridique. C'est pas un texte qu'il faut laisser écrire par les experts du droit. C'est un texte qui est si haut, c'est un texte politique. Il faut absolument que ce soit nous qui l'écrivions, y compris des gens qui n'ont pas fait d'études. Il faut que ce soit un texte qui soit lu par des gens qui n'ont pas fait d'études, qui soit lisible, donc il faut s'écrire en termes simples, pour qu'il puisse être signé par des gens qui n'ont pas fait d'études, parce que si les gens qui n'ont pas fait d'études peuvent le lire, les autres pourront... On vise celui qui a le moins de moyens, qui doit avoir la même dignité politique que tous les autres, et c'est lui qui doit être capable d'écrire et de lire ce texte pour que ce soit le nôtre. Parce que, si vous voulez, même quelqu'un, je prends l'exemple extrême pour vous montrer ce que je veux dire. Même quelqu'un d'analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait pas écrire. Il sait pas lire, il sait pas écrire, il sait parler, il sait communiquer, il sait protester contre les abus de pouvoir. Il voit bien que tous ces gens qui prennent des décisions à sa place prennent des décisions contre lui, contre nous. Il sent bien ça, il sent que ces gens-là ne sont pas contrôlés. Et il dit, même celui-là qui ne sait pas lire et écrire, il est capable de dire il faudrait les contrôler. Il faudrait que les citoyens puissent les virer, ces gens-là, quand ils ne sont pas contents. Même quelqu'un d'analphabète sait qu'il faut contrôler les pouvoirs. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas une question de culture, il n'y a pas besoin d'être cultivé pour écrire une constitution. Il n'y a pas besoin d'être cultivé et éduqué, d'avoir fait des études pour être capable de dire... C'est au peuple de dire comment il veut désigner les gens qui vont le représenter. C'est au peuple de définir le mandat. Le mandat, ça veut dire la mission, le travail qu'on leur donne. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent préparer les lois que nous allons voter, nous les citoyens, ou est-ce qu'ils doivent tout voter à notre place? C'est aux citoyens de décider ça, c'est pas aux élus de décider ça, c'est à nous de le décider. Et pour décider ça, il n'y a pas besoin d'être très cultivé. Il suffit de réfléchir un peu, d'en parler entre nous, vous allez voir, des gens simples comprennent très vite la problématique, le projet politique qui a réglé dans la Constitution, n'importe qui le comprend très vite. Comment on désigne les acteurs, quel mandat on leur donne, comment on les contrôle, qui contrôle, les élus eux-mêmes se contrôlent? Non, c'est évidemment les citoyens qui doivent contrôler lesquels, comment on fait pour les désigner? Vous allez voir que très vite, tout le monde tombe d'accord sur l'idée, enfin très souvent, pratiquement tout le monde, une très grande partie de la population trouve que des citoyens tirés au sort feraient de très bons contrôleurs des acteurs politiques. Donc, mais c'est au peuple d'écrire ça. Comment on les contrôle, comment on les punit, comment on les vire quand on n'est pas content, comment on impose une loi, donc ça on a le RIC, qu'est-ce qu'on fait avec les médias, qu'est-ce qu'on fait avec l'école, qu'est-ce qu'on fait avec les impôts, qu'est-ce qu'on fait avec la monnaie. Vous avez une dizaine de points qui sont à traiter dans la Constitution, qui sont accessibles à quasiment tout le monde. Et ce que j'observe, c'est que dans nos discussions, nous n'en parlons pas.
On parle de tout sauf de ça. C'est pas logique. C'est pas logique de dire il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, et même en s'énervant, et même en condamnant l'autre qui a dit il faudrait faire autre chose, en lui disant non, non, c'est pas vrai, il faut pas faire ça, tu es quoi, tu es un ennemi politique. C'est déconnant. C'est déconnant. On est dans la même prison et on est en train de se disputer pour savoir ce qu'il faudrait faire si on sortait de la prison. Il ne faut pas se disputer. Il faut prendre de la hauteur par rapport à ce qu'il faudrait faire, qui sont des sujets législatifs, les sujets législatifs étant des sujets importants, mais seconds. Les sujets premiers, c'est d'instituer notre souveraineté, c'est de sortir de la prison. Et pour sortir de la prison, il faut qu'on soit tous à pousser dans le même sens, à dire on veut écrire nous-mêmes la Constitution, à commencer par la Constitution de la commune. Et ce que font les Gilets jaunes, et qui est nouveau, c'est encore un troisième truc, c'est qu'ils sont en train de se mettre en tête d'organiser leur RIC eux-mêmes dans les communes, sans demander aux élus. Alors, ils ne le font pas toujours contre les élus, quelquefois ils le font contre les élus, quand les élus locaux sont des voleurs de pouvoir. Les élus locaux nous empêchent de nous réunir, ils ne nous trouvent pas de salle, ils nous tracassent à tout propos, mais il y a des tas d'élus de toutes petites communes qui savent qu'ils vont être détruits, puisque vous savez que les communes sont en cours d'assassinat, on est en train d'assassiner les communes, en train de les regrouper, de faire des agglomérations, et ça c'est l'assassinat de la petite cellule démocratique qui est celle où le peuple est près de ses représentants. Ça c'est la cellule de base de la démocratie, et les pouvoirs qui sont par nature abusifs sont en train de s'autonomiser, comme ils le font toujours, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'affranchir des contrôles en s'éloignant des gens, en faisant disparaître la commune pour que les pouvoirs soient de plus en plus loin, donc de plus en plus difficiles à contrôler. Et donc les petits maires qui savent qu'ils sont en train d'être détruits, qui savent qu'ils sont dans le collimateur, qui savent que bientôt ils n'existeront plus, ils n'auront plus de pouvoir, ces gens-là nous aident. Ils aident les Gilets jaunes à eux-mêmes des RIC. Alors, mais ça c'est tout à fait... Voilà du concret. Vous disiez, qu'est-ce qu'il faut faire très souvent dans les réponses, on trouve il faut aller à la baston, il faut aller à la castagne, il faut descendre dans la rue et être très nombreux et instituer ce qui va être quoi, un rapport de force. Mais un rapport de force, ça veut dire, alors quelles sont les forces? Interrogez-vous sur les forces. Qui a le contrôle de la police? C'est vous? C'est nous, les Gilets jaunes, qui avons le contrôle de la police? Non, le contrôle de l'armée, contrôle de l'administration, contrôle du gouvernement, du Parlement, des juges. Est-ce que c'est nous qui avons le contrôle des juges? Est-ce que c'est nous qui avons le contrôle des prisons? Est-ce que nous sommes armés? Est-ce que nous avons des armes? Nous n'avons pas d'armes. Qui a le contrôle des médias? Qui a le contrôle de la culture et de tout le développement d'un imaginaire qui fait que nous croyons à ceci ou nous croyons à cela? Qui a cette maîtrise-là? Est-ce que c'est nous qui avons le contrôle de la culture et des médias? Pas du tout. Et qui a le contrôle de la création monétaire? Est-ce que nous avons le pouvoir de financer On n'a rien de tout ça, rien. On a juste notre nombre de toutes petites fourmis, millions de petites fourmis. Et vous voulez engager un rapport de force? Alors que les Gilets jaunes ont trouvé autre chose que le rapport de force, qui est d'inverser dans notre tête la hiérarchie des souverainetés. C'est pas, comme dit Philippe, ils sont nos employés, les élus, les représentants, ils devraient être nos serviteurs. C'est nous, l'employeur, c'est nous, le souverain. Et si vous voulez, les ateliers constituants, ils mettent cette inversion, cette remise à l'endroit des choses importantes en musique, en nous apprenant à écrire le texte de notre puissance. Si nulle part n'est écrite notre puissance, c'est parce que nous nous en foutons, parce que nous laissons écrire qui est puissant par les dominants. Alors après ça, on s'étonne d'être dominé. Mais attends, c'est notre faute, c'est tout. Comme dit la Boétie, Étienne la Boétie, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Nous sommes à genoux. Et ce que font les Gilets jaunes, c'est qu'ils se relèvent. Ils se relèvent en se mettant à écrire eux-mêmes leur puissance politique. Notamment, et c'est ça qui est fort, parce que c'est simple, notamment avec le référendum d'initiative citoyenne. Dans le thème à traiter, il y avait à distinguer le RIP du RIP.
Le RIP, c'est ce qui est dans l'anti-constitution. Alors, là, je vous montre le petit livre dans lequel j'ai mis la Constitution, enfin l'anti-constitution, que j'ai mis des lignes pour écrire, en fait. C'est un texte que vous pouvez barrer, vous êtes invité à le barrer, le corriger, et écrire à la place des alternatives. Ce qui n'est pas fait dans le Dalloz. Hein. Le Dalloz, c'est plus petit, ça tient mieux dans la poche, mais c'est écrit tout petit, ultra serré, il n'y a pas de place pour écrire. En fait, ce texte-là est fait pour qu'on le lise et qu'on obéisse. Mais il n'est pas fait pour nous inciter à devenir citoyens, à devenir souverains. Alors que là, vous avez le même texte, mais avec comme une incitation à faire des travaux pratiques, un peu comme un enfant. Et pas foutu de communiquer par écrit tant qu'il n'a pas appris à lire puis à écrire. Il n'est pas foutu de communiquer par écrit. Voilà, il lui manque un apprentissage. Et nous, de la même manière, comme des enfants politiques, nous ne sommes pas capables de comprendre comment est instituée notre impuissance politique, nous ne sommes pas capables d'instituer notre puissance politique tant qu'on n'a pas fait les exercices de lecture et puis les exercices d'écriture. Et c'est ça l'idée géniale des ateliers constituants, c'est que et c'est un travail individuel. Oui, c'est un travail, c'est moins fun, c'est moins marrant, c'est moins sexy que d'autres activités plus agréables. Ok. Mais ceci dit, c'est jouissif les ateliers constituants, c'est enthousiasmant. Cet après-midi, il n'est pas prévu d'en faire, mais à chaque fois, vous verriez, c'est une ruche, ça pétille. Enfin, on fait de la politique digne de ce nom. Tous ceux qui font les ateliers constituants s'aperçoivent que ce qu'ils sont en train de faire, si on le faisait tous, ça changerait tout. Tout le monde s'aperçoit de ça. Que enfin, c'est une façon de faire de la politique qui prend nos problèmes par le bon bout, par le commencement. On apprend à instituer nous-mêmes la puissance dont on a besoin pour tout changer. Alors, je voulais juste parce que j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte. Je voudrais lire avec vous l'article 11 de l'anti-constitution actuelle qui prévoit l'organisation du RIP, pour lequel il est question de nous mobiliser pour obtenir un référendum sur ADP, contre ADP, contre la privatisation d'ADP. Je vais le lire pour que vous compreniez pourquoi le RIP de l'article 11 de la Constitution de 58, pourquoi ça n'est pas le RIC, mais pas du tout. Alors je vous lis le passage de l'article 11 qui prévoit le référendum en question. Un référendum portant sur un objet mentionné à l'alinéa précédent peut, c'est pas doit, c'est peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement. Donc l'initiative, elle est parlementaire, elle n'est pas partagée, elle n'est pas populaire, elle est parlementaire, c'est-à-dire que c'est encore un outil de voleur de pouvoir. C'est pas du tout un outil de souveraineté populaire, pas du tout, c'est pas même pas le début. Nous n'avons aucune initiative là-dedans. C'est les parlementaires à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement. Soutenu par, c'est pas l'initiative, ça. Hein. Nous sommes nécessaires pour que ça ait lieu, mais ça n'est pas l'initiative. Soutenu par un dixième des électeurs inscrits, ce qui est énorme, ça devrait être 1% maximum ou un demi%. Donc là, c'est un dixième, c'est pour ça que ça va être difficile à obtenir. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ça va être difficile. Écoutez bien ce qui se passe ensuite. Imaginez que nous soyons donc 4,7 millions à avoir soutenu les parlementaires qui ont été à l'initiative. Qu'est-ce qui va se passer? Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées, je répète, si la proposition n'a pas été examinée par les deux assemblées, s'ils se réunissent pour l'examiner, c'est-à-dire qu'ils vont discuter, ils vont se réunir en congrès, on va dire, on va prendre le projet sur la loi ADP et on va l'examiner. Nous allons l'examiner. Ça suffit pour qu'il n'y ait pas de référendum. Si la proposition n'a pas été examinée par les deux assemblées, le président de la République la soumet à un référendum, et en droit, quand on dit un indicatif la soumet, ça vaut impératif, ça veut dire qu'il doit la soumettre.
Oui, c'est vrai, le président doit soumettre la loi au référendum si on est 4,7 millions et s'il n'y a pas eu d'examen par les assemblées. Mais vous ne voyez pas venir le truc? D'abord, on ne va pas être 4,7 millions, en tout cas ça va être compliqué, mais si on est 4,7 millions, il suffira que les deux assemblées examinent, et c'est truffé de macronistes là-dedans, hein. C'est farci de gens, de représentants de Macron, hein. C'est farci d'ennemis du peuple. Il y a quelques Gaulois réfractaires au milieu, mais les majorités, c'est des ennemis du peuple. Ils vont l'examiner. Ils vont l'examiner, on n'aura pas de référendum. Ça, c'est pas un RIC du tout. Ça, c'est un rikiki, comme disent les Bretons. Ils appellent ça comme ça. Un faux RIC. C'est un fake. Un vrai RIC, il faut prendre celui qu'on met en face. Toute initiative collective regroupant l'appui de 1% des inscrits entraîne son inscription automatique sans filtre sur le cahier des référendums, au moins 6 mois plus tard. Voilà, toute initiative regroupant 1% des inscrits, pas 10%, ou on dit peut-être même 0,5%, entraîne son inscription automatique sur le calendrier des référendums. Voilà. Quand ce sont les citoyens qui écrivent le RIC, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'écrivent les parlementaires. Quand les parlementaires instituent un soi-disant RIC, en fait, c'est un faux RIC. Ce sont des RIC extrêmement limités. Sur les directives européennes, merde, faut dire ça. N'importe quelle petite règle, petite codicile européen est plus fort que la Constitution elle-même. Le droit européen est supérieur au droit français. Nous avons été littéralement trahis, violés. Violés, c'est du viol. Notre consentement a été complètement nié, violenté. Donc, voilà, je pense que j'ai assez dit sur la distinction RIC-RIP. Oui, il faut que je vous parle juste aussi de ça. Je vais vous en dire un mot. Je vous signale un bouquin qui a été écrit par Alexandre Boisson et André Jacobbeck, qui s'appelle « Face à l'effondrement si j'étais maire, comment citoyens élus peuvent préparer la résilience », qui est un bouquin, je commence à peine, mais j'ai déjà bien feuilleté, et c'est plein de trucs, c'est farci. J'ai hâte de revenir à la maison pour le travailler, parce que c'est plein de trucs, d'astuces, de choses à faire, que nous pouvons faire au niveau local avec nos maires, les maires qui sont avec nous. Ça donne des idées aux maires des toutes petites communes. Vous savez que sur 36 000 communes, il y en a 17 000 qui ont moins de 500 habitants. 17 000, c'est énorme, presque la moitié, qui ont moins de 500 habitants. Et donc ça, c'est gagnable l'année prochaine. Gagnable sans les médias. Les élections à grande échelle, c'est hors de portée. Laissez tomber. Nous allons élire à tous les coups nos pires ennemis. Parce que les médias sont contre nous. Les médias ont été achetés par les riches pour ça. Mais à petite échelle, nous pouvons gagner les petites communes. Et c'est ça que sont en train de faire les Gilets jaunes. Il y a plein d'expériences, il y a plein d'initiatives qui sont prises un peu partout dans le pays, et notamment la caravane du RIC qui a démarré. En fait, ce sont des gens qui vont aider les autres à faire comme ils ont fait, organiser des RIC libres. Au début, ils disaient des RIC sauvages, mais ça a un côté un peu violent, sauvage. Enfin, ça peut être pris sous cet angle-là, mais on peut appeler ça des RIC libres. En fait, ce sont des RIC à notre initiative, vraiment, où nous n'avons pas besoin que l'élu organise le RIC. Nous l'organisons nous-mêmes. On fait du porte-à-porte. Dans les toutes petites communes, on fait du porte-à-porte. On va voir les gens, on discute avec eux, on leur explique ce sont les Gilets jaunes. C'est la caravane du RIC. C'est là la caravane du RIC, oui. Je devrais vous donner l'adresse, mais je vais faire un billet de blog exprès là-dessus pour donner les liens et les argumentaires. C'est une bonne idée et ça va nous permettre de faire de même chez nous. Parce que ça, on peut le multiplier, c'est des choses très concrètes. On organise nous-mêmes les RIC, on choisit sur les sujets locaux. Vous savez, à Saillant, vous avez sûrement entendu parler de Saillant, hein, c'est une petite commune dans laquelle, sur un sujet local, c'était un supermarché abusif, la population, et donc c'est un sujet local donc très motivant, les citoyens se sont mobilisés et
résister, en fait, on a mis en place une liste citoyenne avec des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique, et elle a été élue. Et depuis, ils ont des processus et des procédés extrêmement démocratiques. Et donc les Gilets jaunes pourraient très bien, et c'est ça qu'ils sont en train de commencer à faire, organiser... Alors dans les grandes villes, c'est compliqué parce que c'est pas loin, hein, c'est dans 6 mois, mais dans les petites communes, c'est jouable. Ils sont en train d'organiser une espèce de tentative d'accès au pouvoir dans les toutes petites communes pour faire... Parce que une fois qu'on est élu maire avec une équipe de gens qui ont été donc désignés par la communauté pour avoir une politique démocratique, c'est-à-dire demander aux villageois ce qu'ils veulent avant de décider, et promettre que si nous sommes élus, nous promettons de ne jamais rien décider, nous demanderons aux villageois, c'est les villageois qui vont choisir les sujets et qui vont trancher, c'est pas qu'ils vont pas élire des gens, c'est qui vont trancher sur les sujets. Si la population des villageois a élu cette liste-là, c'est parce qu'elle va être prête ensuite à participer pour écrire. Et si vous voulez, dans les petites communes, c'est vraiment jouable, quoi. Et ce qu'ils font à Saint-Clair-du-Rhône, c'est qu'ils vont aider, avec la carabine de riz, ils vont aider les gens à organiser des rites libres et essayer de gagner la campagne des municipales dans les petites communes. Tout ça, c'est des choses à faire et qui sont complètement axées souveraineté, qui sont complètement axées apprentissage à petite échelle de ce qu'on pourra ensuite utiliser à grande échelle au niveau de la nation et au niveau de l'Europe. C'est pas bête du tout de profiter de l'effervescence qui va ne pas manquer d'advenir à l'occasion des élections municipales. On va en parler des municipales, il va y avoir des articles dans les journaux. C'est pas bête de profiter de cette effervescence politique pour nous entraîner sur le processus constituant qui, à mon avis, est l'incontournable du politique pour quelqu'un qui met les choses à l'endroit en commençant par le commencement. Il faut commencer par instituer notre puissance politique, et c'est pas bête de commencer par le niveau local. Qu'est-ce qu'aurait de particulier une constitution dans mon village par rapport à la constitution actuelle? Vous pouvez prendre celle-là et vous allez voir qu'il y a plein d'articles qui ne nous servent à rien. On n'a pas besoin de reprendre la constitution municipale. Et puis, il y en a plein qu'on peut reprendre aussi. Mais comment on désigne le maire? Comment on désigne le conseil municipal? Quel est le rôle des citoyens dans le conseil municipal? Est-ce que les citoyens peuvent parler? Par exemple, vous savez que dans la constitution, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler au conseil municipal. Et quand j'ai découvert ça, il n'y a pas longtemps, c'est incroyable, c'est complètement scandaleux. Quand vous allez au conseil municipal, vous n'avez pas le droit de parler. On vous fout dehors, on vous prend dans le derrière. À la fin du conseil, on a le droit de... Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit. C'est complètement scandaleux, mais tout ça. Mais vous comprenez bien que c'est à nous de changer ça. Et les ateliers constituants, il y a une chance que ça marche mieux, c'est-à-dire que ça s'étende plus à grande échelle si on y réfléchit à petite échelle. Si on y réfléchit à l'échelle locale, ça va peut-être plus vous bouger pour que vous deveniez constituant, en disant, bon alors maintenant je vais écrire les règles du conseil municipal. Il y a quelque chose que j'avais pensé, mais j'ai pensé juste au dernier moment et j'ai oublié en faisant ma valise, mais je voulais apporter la constitution du canton de Genève. En Suisse, chaque canton est un État. Chaque canton, c'est tout petit, il a sa constitution, avec son exécutif, son gouvernement, avec son législatif, avec son assemblée délibérative, avec ses juges. Donc chaque canton est en fait un État souverain. Et ce qu'il faudrait, c'est que nous étudions, il faudrait qu'on prépare, que je prépare avec les gens qui m'invitent, qui me demandent à venir, dans les prochaines qui vont venir, et ce sera sur Internet, hein, mais je vais essayer de me concentrer sur les spécificités, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans au niveau local, en prenant la constitution du canton de Genève pour voir qu'est-ce qu'il y a dans cette constitution qu'il n'y a pas là-dedans, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui a été repris pour voir un peu, parce que ça peut être très court à mon avis, ça doit pouvoir tenir en moins de 10 pages, ce serait bien que ça tienne en 5-6 pages, la constitution de la commune. Et voilà, ça serait le prochain chantier. Là, j'ai pas radoté, il y a beaucoup de choses nouvelles. J'ai dit, à mon avis, le passage au niveau municipal peut nous aider à devenir plus nombreux sur ce sujet, à mon avis, décisif et central. Oui, Fred a une question. Ouais, c'est pas une question. En restant loin, en fait, on peut faire les ateliers ensemble. Et peut-être on pourrait faire ensemble un atelier sur le droit des sols, justement, voir qu'est-ce que tu écrirais, et puis oui, mais on pourrait en parler, donner le spectacle de ce qu'est un atelier constituant sur ce sujet,
Et puis, en parlant aux autres, sur j'écrislaconstitution.fr, on peut être 8 dans un atelier constituant, mais on peut être une infinité à être des spectateurs qui regardent, avec un chat pour ceux qui parlent et un chat pour les spectateurs, qui peuvent interpeller ceux qui sont en train de faire leur atelier constituant. Puis on peut prendre des bouts de ce qui a été écrit par les uns et les reprendre pour les proposer à notre groupe, ou le contraire. Et chacun peut écrire sa propre constitution et la publier, et on peut voter article par article, même ligne par ligne, pour voir quels sont les articles qui sont les plus aimés par les gens, les plus appréciés, ou ceux qui viennent d'arriver. C'est un outil remarquable, ça. Si tu veux bien, Fred, on pourrait faire ça, ça m'intéresse. Votre objection rejoint celle de Frédéric, je trouve. Le texte ne nous protège pas parce que nous n'avons pas de conseil constitutionnel. Nous n'avons pas de pouvoir constituant capable de faire appliquer la Constitution. C'est vrai que si on pouvait faire appliquer le préambule de la Constitution de 1946, qui est reconnu par notre Constitution, le préambule de 1946, qui est un texte écrit par les communistes du Conseil national de la Résistance, qui est un texte magnifique, il faut lire le préambule de la Constitution de 1946, c'est une page, c'est facile à lire, et tous les mots comptent, c'est vraiment un texte important. Il est absolument bafoué tous les jours en France parce qu'il n'y a pas de Conseil constitutionnel. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des citoyens qui soient comme des soldats démocratiques. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'appelle de mes voeux, et ce que j'essaie je martèle, alors je radote, j'essaie, quand je parle d'atelier constituant, j'essaie d'obtenir une transformation des citoyens passifs, enfin, des électeurs passifs, en citoyens actifs. Et alors, non, mais pas assez vite, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, dans le rapport de force, nous n'avons aucune force. Notre seule force, c'est notre nom. Or, pour l'instant, nous sommes littéralement éparpillés dans tous les sens. Il y en a un qui dit qu'il faut sortir l'article, il faut utiliser l'article 50. Il y en a un qui dit qu'il faut travailler sur la COP 21. Il y en a un qui dit qu'il travaille contre la finance. Et on se dispute entre nous sur ce qu'il faudrait faire sans nous occuper de notre puissance politique. Je pense que dans la Constitution que nous écririons nous, ce seraient de simples citoyens qui seraient chargés d'appliquer la Constitution. Mais c'est tout à fait décisif. Si vous avez même une très belle Constitution et qu'il n'y a personne pour la faire appliquer, pour imposer son respect aux acteurs politiques, c'est comme s'il n'y avait pas de Constitution. Donc ça va ensemble. Et le fait que le Conseil constitutionnel soit pourri jusqu'à la moelle, en tout cas les acteurs, je ne parle pas des conseils juridiques, je ne parle pas des juristes, parce qu'il y a des juristes de très haut niveau, bien sûr, au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, dans le passé, d'ailleurs, a fait de très belles choses, justement en incluant, par exemple, le préambule de 1946, en lui donnant une force contraignante qu'il n'avait pas spontanément, qu'il n'avait pas forcément. Donc le Conseil constitutionnel n'a pas fait que des horreurs, mais il en fait de plus en plus, il devient totalement corrompu, parce qu'il est composé des mauvaises personnes. Ça ne devrait pas être des anciens présidents de la République qui sont à ce poste, ça ne devrait pas être des gens nommés par les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, ça devrait être des simples citoyens formés pour cette occasion et qui tournent et qui aient un intérêt commun avec le peuple. Là, comme à l'Assemblée nationale, les gens qui composent l'Assemblée nationale, qui composent le Sénat, qui composent le Conseil constitutionnel, etc., ne nous ressemblent pas du tout. Et donc ils mènent des politiques qui sont opposées. Donc, les statuts de la France. Oui, tout à fait. Mais tout ça se fait. Mais tout à fait, mais ça c'est constituant. Mais oui, Fred, ça c'est. Mais c'est constituant. On est combien à les connaître? Non, mais voilà, pour la salle, je suis sûr que personne ne pourra répondre au chapitre de la Constitution. Donnez-moi ne serait-ce que les chapitres, bordel. Non, mais et alors, c'est bien ça qu'il faut travailler. Je le fais et ça ne marche pas. On va essayer de le faire ensemble sur les statuts. Moi, je peux. Oui. Moi, juste une question, en fait, pour revenir un peu à ce que disait monsieur juste avant. Même qu'à Mont-Marsan, il y a un atelier constituant hebdomadaire qui travaille sur ces questions. Donc vous êtes les bienvenus, surtout si vous avez des informations. Excuse-moi, j'essaie de faire un peu de recrutement pour avancer sur l'atelier constituant local. La question, c'est comment on passe de l'état existant actuel à réaliser cette constitution, cette constituante. C'est ça la question, c'est comment on va passer de l'un à l'autre.
la question de David, qui je crois a compris l'idée des ateliers constituants, c'est-à-dire qu'on devienne de plus en plus nombreux, la question c'est comment ça va se passer au bout du bout, c'est-à-dire comment le pouvoir, parce qu'on n'a jamais vu un ordre de domination rendre spontanément les clés, ça se passe pas comme ça. Donc il va y avoir un moment de violence, entre guillemets, et je mets bien des guillemets parce que c'est pas sûr que ce soit de la violence physique, il va y avoir un moment où il faudra arracher le pouvoir à ceux qui l'ont et qui le volent. Pour l'instant, la police obéit, et comme disait très bien Philippe ou Fred, je ne sais plus, tout ce qui protège Macron, le seul truc qui protège Macron, c'est la police. S'il n'y avait pas la police, Macron sauterait aussitôt. Et donc, il faut comprendre, il faut se mettre dans la logique professionnelle des gens qui se mettent dans la police. Et l'armée, la police et l'armée, oui, tout à fait. La police et l'armée. Leur logique professionnelle, c'est de faire respecter l'ordre établi, les institutions. Les institutions, c'est pas n'importe quoi, c'est ça. Donc, tant que apparemment la population n'est pas en rébellion générale contre ça, la police, elle fait respecter ça et c'est son boulot. Ce que j'essaie de Non, mais si, la police, elle est extrêmement légaliste. J'ai un doute quand même là-dessus, parce que quand on voit que Castaner donne un ordre et que derrière ça suit, en soi, il ne regarde pas la Constitution. Va plus doucement. Quand Castaner donne un ordre et que la police suit, elle ne suit pas la Constitution, elle suit l'ordre de Castaner. Il y a un gros problème de hiérarchie au sein du... Sauf que pour la police, Castaner, c'est l'institution. Oui, il ne suit pas la Constitution. Il répond, mais ce que veut dire Étienne, c'est que la police et l'armée sont très légalistes. Donc si tu as un connard à la tête, et aujourd'hui, malheureusement, on a un ministre de l'Intérieur qui a des plus mauvais ministres de l'Intérieur, les légalistes, entre guillemets, suivent. Et en plus, en dessous, il y a ce qui s'appelle les faux culs. Ceux qui veulent plaire au pouvoir, qui sont justement les cadres intermédiaires. Il y en a un certain nombre qui exécutent les ordres dans l'espoir de pouvoir en tirer un profit personnel. Si on inverse l'échelle de valeur par la pression et le nombre, la police, qui est le seul rempart actuel et futur de Macron, il tombera comme une chiffre molle. Il laissera tomber le gouvernement, il dissolvera l'Assemblée nationale, c'est comme ça que ça se et fera. là, on pourra pacifiquement mais inverser les valeurs. Mais c'est pas gagné. Pour que la police change de camp, pour que la police et l'armée changent de camp, il faut qu'elles sentent. Je viens l'aider parce que comme vous le tirez dessus tout à l'heure, il faut que la police et l'armée sentent qu'il y a un mouvement général dans la population, pas une poignée d'excités avec des gilets jaunes. Il faut, parce que ça c'est un début, ça ne suffit pas à faire changer la police de camp. Mais les révolutions marchent dans l'histoire du monde quand la police change de camp. Tant que la police ne change pas de camp, les révolutionnaires ils se font écrabouiller, exterminer, tuer, emprisonner. Par contre, quand la police change de camp, le pouvoir change de camp aussi. Donc David, les syndicats ne sont pas représentatifs. Tu ne peux pas réduire la police à alliance. Il y a plein de gilets jaunes, dans la police et l'armée. Plein. Et ils n'ont pas le droit de les mettre, ils n'ont pas le droit de les dire. Mais moi je te dis, il y en a plein qui. Je les rencontre, quand je les rencontre, ils me font un sourire, un signe. Combien ils étaient devant la France Insoumise Alliance 100. Encore une fois, tout ça c'est du virtuel, c'est de la manipulation médiatique. Ils étaient 100. Le syndicat Alliance, tu comptes le nombre d'adhérents, c'est pas énorme. Sauf qu'aujourd'hui, comme ils sont dans le sens du vent médiatique de ce que veut l'institution via le pouvoir, on leur donne la parole. Et moi je fréquente Alexandre Langlois, je fréquente d'autres mecs dans la police, parce que tous les policiers ne sont pas des pourris, tous les policiers ne sont pas des enfoirés. Je peux dire qu'il y en a plein qui aujourd'hui, on les oblige à fermer leur gueule. Moi j'ai des CRS qui ont refusé, j'ai 2 compagnies de CRS qui se sont mis en maladie. En maladie. Comme ils n'ont pas le droit de faire grève, comme ils n'ont pas le droit de manifester, les mecs se sont mis en maladie parce qu'ils avaient un chef qui était un sadique, qui les entraînait à bousiller et à bouffer du gilet jaune. 2 compagnies se sont mis en arrêt maladie. Bien entendu, la presse n'en a pas parlé. Mais tu ne peux pas avoir les choses dans une journée. Il faut aller chercher les gens un par un. C'est comme les électeurs, tu les arraches avec les dents, un par un. Porte à porte, je convainc. Petit à petit, la pierre qu'a mis Macron en place pour nous écraser la gueule est en train de se fissurer. Il faut juste qu'on continue avec des petits coups de marteau à continuer que la pierre se fissure. Parce que toute la France, on n'est pas dans un petit truc de merde.
Plus de la moitié des urgences sont en grève. Plus d'un quart, d'un tiers, même, je ne sais même pas plus, des pompiers sont malheureux. Donc l'ensemble des corporations, pardon ? L'ensemble des corporations françaises, ça se fissure. Pour l'instant, ils colmatent. Alors ils donnent des miettes. Les camions veulent se mettre en grève, on leur file un petit truc sur le dixième. Le père Campion, qui dit qu'il avait des forains à 60 km de Paris, on lui téléphone dans la nuit pour dire t'inquiète pas, tu retires tes machins, on te laisse à présenter à la mairie de Paris. Les VTC qui étaient en lutte contre les Uber, on leur dit mais vous inquiétez pas, les Uber, ils vont pas venir longtemps comme ça parce que ça éclate de partout. Ça éclate de partout. Ils promettent des choses, parce que je vous le signale, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils promettent de plus en plus de choses bien en 2021, 2023. Par contre, le piquer du pognon, c'est tout de suite. Et de plus en plus, ils piquent de pognon aux pauvres. Maintenant, comme ils ont essoré les pauvres, ils commencent à essorer les classes moyennes. Ceux qui ont voté pour Macron. Comme disait tout à l'heure quelqu'un, les retraités ont voté pour Macron. Il est en train de les égorger. Pas tous. Mais sociologiquement, une majorité. Il est en train de les égorger. Donc ces gens-là, eux-mêmes, ils s'en rendent même pas compte, le père Macron. Mais il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Tu te rends compte qu'il y a la moitié des membres du gouvernement qui ont eu des problèmes fiscaux ou des problèmes judiciaires. Pour un mec qui nous vendait la moralisation comme un truc de campagne, vous inquiétez pas, avec moi ça va moraliser. On n'a jamais eu autant d'affaires qui explosent. Et je ne vous parle même pas de l'affaire Benalla. Mais quand vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une commissaire européenne qui est nommée alors qu'elle est mise en examen pour emploi fictif. Et qu'on ose nous dire qu'elle n'est pas coupable, mais si tu n'es pas coupable, pourquoi tu as remboursé 45 000 €? Mais ça ne peut plus durer. Là, j'ai un député qui, on a réussi à sortir l'affaire, moi ça fait 2-3 ans que lui, qui est un mec de En Marche, qui fait rembourser ses notes au restaurant 2 fois. Mais il n'est pas le seul. Je l'avais déjà dénoncé. Plus vous savez, plus on les pousse contre les murs. Aujourd'hui, ils commencent à être acculés contre les murs. Et c'est pour ça qu'ils ont des réactions de violence. Et de plus en plus violentes. Parce que vous ne faites pas d'illusions. Et Étienne a raison de le dire. Ils ne vont pas lâcher comme ça. Demain, vous allez peut-être apprendre que j'ai un accident de voiture. Ils ne vont pas lâcher comme ça. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. S'ils lâchent, ils sont morts. S'ils lâchent, c'est le peuple qui gagne. Mais moi, ce que je voudrais, c'est pas qu'on gagne de remplacer un pourri par un connard. Parce que les gens qui crient Macron, démission, Macron, démission. Ah ouais. Alors Macron, démission et tête de con à sa place. Ça va nous servir à quoi? On va accepter une miette. Ils vont nous donner des miettes parce que c'est ce qu'il va faire. On va rentrer pendant 3 mois, notre frigo va être plein. 3 mois. Et une fois dans 3 mois, tu rouvres ton frigo, il n'y a encore plus rien. Aujourd'hui, vous vous rendez compte? Ce pour le quoi les gilets jaunes sont sortis dans la rue le 17 novembre, c'est encore plus cher que le 17 novembre. L'essence, les produits de première nécessité, tout est plus cher qu'avant. Ça ne va pas durer. Ça ne peut pas durer. Parce que tout ce qui se passe en ce moment, c'est injuste. C'est pas la vérité. C'est pas des riches. C'est des enfoirés qui vivent entre eux et qui font tout pour qu'on n'accède pas à un minimum de bien-être. Parce que si on accède à un minimum de bien-être, ils auront encore moins de pognon. Et en plus, je le dis parce que je les rencontre, ces gens-là. Mais vous êtes cons, quoi. Vous avez déjà 25 bagnoles. Vous avez déjà 4 maisons. Rien qu'en France. Vous avez 3 yachts. Vous avez pour les mecs 40 maîtresses et pour les femmes 30 amants. Les femmes ont toujours moins d'amants que les mecs ont de maîtresses. Si, parce que la femme est plus réfléchie quand même. À quoi ça vous sert? À quoi ça vous sert d'en avoir plus? Moi je connais des riches, ils ne savent même pas combien ils sont sur leur compte en banque. À quoi ça vous sert d'en avoir plus? Et quelqu'un m'a dit encore hier, quand tu pars au cimetière, tu n'as pas ton coffre-fort derrière. Ah ok, tu peux te faire enterrer dans un coffre et dans un cercueil en or massif, avec les petits boutons et les poignées d'or. Moi je l'ai connu. J'ai bossé à un moment donné pour un des fils du roi Fahd d'Arabie Saoudite. Il avait un truc à Neuilly-sur-Seine. Et je lui ai trouvé des babysitters pendant 2 ans pour ses enfants. Et on me souvient tout à l'heure, j'ai été invité chez lui à Neuilly-sur-Seine une fois. Immeuble 3 étages, piscine au 3e sous-sol, olympique, etc., etc. Et ce que je vous raconte, c'est du premier main. Tout, vous savez, les tuyaux d'eau chaude et les tuyaux d'eau froide qui courent le long des murs, avec les 2 petits crochets, les 2 vis pour tenir les tuyaux. Tout était en or massif, y compris les vis.
Je lui ai demandé s'il voulait un pompier, je l'ai gratos, il n'a pas compris mon sens de l'humour. Mais à un moment donné, c'est que de l'eau. C'est que de l'eau. C'est-à-dire que ce mec avait tellement d'argent, il savait tellement pas quoi en faire, qu'il allait jusqu'à commander des vis en or massif pour tenir les crochets qui tenaient ces tuyaux d'eau chaude et d'eau froide. Il a demandé à quoi ça sert. Ce n'est que de l'eau. Mais c'est pas qu'ils s'arrêteront pas, c'est qu'on va les arrêter. On va les arrêter, parce qu'ils auront beau mettre des miradors. Sur les miradors, ils auront beau mettre des grillages. Sur les grillages, ils auront beau mettre des mitrailleuses. À un moment donné, quand tu as 10 personnes à l'intérieur des miradors et que tu as 1 million de personnes qui est devant le mirador, un jour ou l'autre, le mirador cède. Insister sur, je m'aperçois en regardant les affaires qu'il y a un livre dont je voulais vous parler, même deux ou trois, et je vais faire vite, mais le livre sur les lois scélérates qui s'appelle Ennemis d'État de Raphaël Kempf, Lois scélérates, les lois scélérates des anarchistes aux terroristes, donne des repères historiques très importants sur ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, où le gouvernement, composé d'ultra-riches, on est au milieu de la Troisième République, c'est une république de banquiers, manipule un anarchiste énervé, excité, la police lui donne une bombinette et il va l'acheter au Parlement, et ensuite le gouvernement se sert de cette violence, mini-violence populaire, pour détruire la loi sur la presse et mettre en place des lois scélérates, c'est-à-dire des lois criminelles qui permettent de jeter en prison à vie au bagne, à Cayenne, des gens simplement pour leurs idées, pour leurs opinions, pour leurs paroles, parce qu'ils disent avoir été proches des anarchistes ou parce qu'ils trouvent que les anarchistes c'est bien. Et les parallèles avec aujourd'hui sont remarquables. Ce livre-là nous réactive en fait, et il nous permet d'utiliser un vocabulaire qui est plus clair. Quand on parle de loi scélérate, c'est un mot qui est encore tout frais, tout puissant en fait pour évoquer réellement ce que sont les lois que nous vivons aujourd'hui. Parce que la loi des suspects, qui était pendant la Révolution française une loi qui permettait de guillotiner quelqu'un juste parce qu'on pensait que peut-être il était, et sans avoir besoin de le prouver, donc il n'y avait pas de justice. Cette loi des suspects est donc réactivée dans les lois scélérates du 19e, et c'est en train d'être mis en place par Macron aujourd'hui. Déjà, des gilets jaunes suspectés ou des lanceurs d'alerte suspectés, mais les lanceurs d'alerte ont à la limite fait quelque chose, mais même si c'est pas délictueux. Mais la loi des suspects, c'est-à-dire que ça permet au gouvernement de jeter en prison sans procès des gens pour leurs opinions, pour leurs paroles, et ça permet de se débarrasser de ses opposants. C'est extrêmement dangereux que nous ne fassions rien. Je répète, c'est extrêmement dangereux que nous fassions comme si ça n'existait pas, alors que c'est le plus grave du grave. Là, on parlait d'état de droit, la Fred parlait d'état de droit, mais on en est plus que loin. Je voulais aussi évoquer très rapidement le prochain métier d'Étienne, c'est libraire. Un petit bouquin, ça fait 15 ans que je fais ça. Un petit bouquin que vous trouverez sur le site Cuckoland, kuckoland.free.fr. C'est une explication remarquable de la monnaie libre, la June, qui est un des outils de notre souveraineté. C'est pas le seul. J'ai une petite préférence moi pour la monnaie d'État chartaliste, donc au niveau de la commune comme au niveau de la nation. Mais ceci dit, il y a dans ce petit livre et dans les explications que vous trouverez sur le site kuckoland.free.fr, Cuckoland, c'est C-U-C-K-O-O Land, vraiment des explications pédagogiques, c'est remarquable pour réfléchir à la monnaie. Un très très bon bouquin, c'est la monnaie libre expliquée à une petite fille, et ça vaut pour tous les humains, je peux vous dire que c'est plein d'idées. Et puis, c'est la première fois que je vous en parle. Première fois que je vous en parle, mais c'est un livre remarquable. John Stuart Mill, qui est un des fondateurs du libéralisme, donc a priori on a quelques warnings qui s'allument, mais en fait c'est vraiment un penseur de la liberté, et qui a écrit dans ce bouquin qui s'appelle De la liberté un chapitre sur la liberté d'expression, la liberté de parole et d'opinion, qu'il faut absolument que je publie in extenso sur mon site, parce que nous avons oublié les combats de nos parents pour avoir le simple droit de parler et de ne pas être emprisonné avec des lois scélérates pour ce qu'on aurait dit. Je vous recommande la lecture de ce livre. Là, on est sur les fondamentaux, ces gens-là écrivent magnifiquement bien, c'est très très bien écrit, et sur le chapitre de la liberté de pensée et de discussion, de la liberté de pensée et de discussion, il montre que nous avons à gagner, que pour savoir où est le vrai, où est le juste,
Nous ne pouvons pas faire l'économie d'une discussion. Il faut donner la parole à ceux qui se trompent. La vérité a besoin du spectacle de l'erreur, dont on démontre l'erreur pour gagner. C'est magnifique. Vous allez voir, il y a des morceaux qui sont des pépites qu'il faut sortir de ce chapitre pour les enseigner à nos enfants. Je répète, la vérité a besoin de l'erreur pour triompher. La vérité a besoin de la mise en scène de l'erreur pour triompher. Quand vous cachez l'erreur, vous n'êtes plus sûr que vous avez affaire à la vérité. Donc c'est le combat de la vérité contre l'erreur qui permet à la vérité de gagner. C'est tout à fait remarquable. Je vous le recommande, cher ami. Et qui va devant France Télévisions. Oui, mais... Après, quand tu es devant avec ta vigiles qui t'empêche de rentrer, oui, Sylvain Baron. Moi, voilà, c'est Sylvain, si on aime ou on n'aime pas. Moi, je vous engage, si c'est votre truc, rejoignez, il est sur Facebook, il a des dates où il fait une manifestation, ils vont se rendre devant France Télévisions, et une fois ils ont obtenu une réponse, et puis plus vous serez nombreux, plus ça va marcher. Maintenant, l'argent liquide, parlons-en, parce que c'est un des sujets de prédilection. Ils sont en train de nous préparer la suppression de l'argent liquide. Mais nous-mêmes, on est coupables. Nous-mêmes, on est coupables. Mais je vais vous dire, attends, laisse-moi finir, parce que je te réponds. Le jour où ils vont mettre l'argent liquide, mais les gens vont être d'accord, je l'ai dit hier soir, parce que la petite mémé, mais on va plus pouvoir la braquer. C'est bien. Quand les poches de ton mari, qui avait toujours des pièces de monnaie qui déformaient les poches, ça sera plus déformé. Si ta maison, elle brûle, mais t'inquiète pas, ton argent n'est pas perdu, c'est sur ta carte. Et puis surtout, tu n'auras même pas besoin de rendre la monnaie. C'est fini, puisque c'est la carte qui va le faire tout seul. Et les gens vont dire, c'est bien. C'est bien à savoir. Par contre, ils ne vont pas se rendre compte que le week-end, quand ils vont vouloir donner 20 € à leur petite fille en douce de la grand-mère et de machin, ils ne pourront plus le donner, c'est sur la carte. Les gens ne se rendent pas compte que quand ils vont vouloir faire un petit boulot au black le week-end, on ne pourra plus les payer en liquide, ça sera sur la carte. Quand tu vas aller en brocante pour t'acheter un outil d'occasion, parce que c'est là, tu ne pourras pas, c'est sur ta carte. Et sous un prétexte de liberté, ils vont fermer la sécurité. Mais dis-toi bien que les coupables, ça va être nous. Et ça permet d'enchaîner sur le vote. Parce qu'il y a un deuxième truc qu'on est en train de vous préparer et sur lequel les gens malheureusement vont être d'accord. Parce qu'à force de ne pas aller voter, en disant ça ne sert à rien, c'est nul, c'est tous des cons, je préfère aller à la pêche. Aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, et je vous le prouve de façon factuelle, les gens sont élus avec moins de 1 électeur sur 10. Un jour ou l'autre. Parce que ça commence à vraiment se voir. Ils ne vont pas changer le système. Ils vont nous mettre un truc pour lutter contre l'abstention. Le vote électronique. Mais le pire, c'est que quand ils vont mettre le vote électronique, l'ensemble du peuple va être d'accord. Parce que tu comprends, c'est tout le dimanche. Mais tu peux le faire en discutant avec ta femme. Mais tu le feras chez toi, tranquillos, le soir, en rentrant du boulot. C'est un bonheur. Et les gens diront, ah oui, c'est bien. Et surtout, ils ajouteront, mais t'inquiète pas, c'est sécurisé. Moi, j'ai la preuve aujourd'hui que 90% des votes électroniques sont truandés. Je dis bien, j'ai la preuve. Et je l'ai mis dans un de mes livres. Mais l'ensemble de la population, par facilité, vont être d'accord. Il y a déjà des gens aujourd'hui qui n'arrêtent pas de travailler avec l'argent avec ça. On se l'échange. Maintenant, tu dis un nouveau truc. Hein. Je te mets mon fric sur ton téléphone et je fais un échange d'argent. Et les gens disent, ah, c'est super. Et ça prépare petit à petit l'arrêt de l'argent liquide. C'est le genre de truc contre lequel il faut qu'on lutte de nous-mêmes. Mais on ne le fait pas. Juste un mot là-dessus, sur la suppression de l'argent liquide, et le fait que nous n'ayons plus que des comptes en banque pour avoir nos échanges monétaires, ça donne surtout au pouvoir politique la possibilité de se débarrasser des opposants, de tuer socialement quelqu'un, qui est un opposant politique par exemple, en lui coupant son compte. Il ne peut plus vivre puisqu'il n'y a plus la possibilité de payer quoi que ce soit. Il meurt littéralement. Et c'est vraiment un outil fascisant au sens de l'abus de pouvoir absolu. La possibilité de couper le compte à quelqu'un alors qu'il n'y a plus l'argent liquide, c'est-à-dire que vous lui coupez tout usage de la monnaie, ça devrait terroriser les gens au lieu
au lieu qu'ils trouvent ça bien en s'attachant à des petits détails comme le fait que c'est plus simple, le fait que c'est moins lourd, le fait qu'on n'a plus besoin de calculer la monnaie, tout ça c'est des détails, on s'en fout totalement. La possibilité d'éteindre quelqu'un, la possibilité de le tuer socialement, ça devrait nous faire beaucoup plus peur que ça. On ne devrait pas accepter la suppression de l'argent liquide. Sur le vote électronique, je vais renchérir sur ce que dit Philippe, le vote électronique est opaque et invérifiable. Nous devrions détruire les machines à voter, les détruire avec n'importe quoi. Alors, ce qu'il dit, il ne faut pas le faire. Oui, voilà, il ne faut pas le faire. Mais enfin, si, enfin, je veux dire, là, il faut être courageux parce que littéralement, il n'y a plus aucune expression du suffrage possible puisque ça devient complètement trucable. On prête à Staline, je ne sais pas si j'ai pas trouvé le texte dans lequel il l'a dit, mais on prête à Staline cette pensée. L'important c'est pas qui vote, c'est qui compte les voix. Et quand on sait que Macron, celui qui a compté les voix de Macron au premier tour pour dire c'est lui qui est au premier tour avec Le Pen, celui qui a compté les voix c'est Hollande. Or Hollande c'était le papa, le parrain de Macron qui était son chouchou, qui était son poulain. Et c'est l'administration de Hollande qui a compté les voix. Mais dans une constitution d'origine citoyenne, quand vous faites des ateliers constituants, je peux vous le prédire, vous prévoirez un pouvoir populaire, un pouvoir électoral, disent les Canadiens, un pouvoir électoral, c'est-à-dire c'est les citoyens qui comptent jusqu'au cumul complet des voix de la nation. C'est jamais, bien sûr, le gouvernement qui va compter les voix. Il ne faut pas que ce soit le gouvernement qui compte les voix pour savoir si ses opposants ont gagné les élections. Enfin, c'est évident, quoi. Mais ça, quand nous en discutons dans nos ateliers constituants, on tombe tous sur la même, et qu'on soit de gauche ou de droite, on tombe tous sur la même conclusion, il ne faut pas que ce soit le gouvernement qui compte les voix. Et donc encore moins qu'il organise le vote électronique qui est une truanderie libre. Serait élu et serait condamné pour une malversation, je ne parle pas pour un condamné pour un excès de vitesse. Il serait élu, quoi qu'il arrive. Je ne revoterai pas pour lui, je voterai pour quelqu'un d'autre. Point barre. Et commençons par nous débarrasser de la vérole locale. Tout le monde connaît les élus qui magouillent. Tout le monde connaît les élus qui trichent. Eh bien, quoi qu'il arrive, je ne voterai pas pour cette liste, je voterai pour une autre liste. Parce que les gens disent « Ah bah attends, l'autre il sert à rien, de venir ça sert à rien. » Je m'en fous, lui j'en veux plus. Et malheureusement, on a une démarche inverse. C'est-à-dire que comme l'offre qu'on a n'est pas suffisante, ou on pense que l'offre qu'on a en dehors n'est pas suffisante, et je ne fais pas de politique en disant ça, eh bien on ne va pas voter. Ou on vote pour la petite liste animaliste parce que ça me fait chier, je voter pour eux. Débarrassez-vous de la vérole locale quoi qu'il arrive. Et ça, on peut le faire. Je vous rappelle que ces gens-là sont élus en moyenne avec 10 ou 12% des voix. Si vous vous rendez dans l'urne municipale et que vous votez pour une autre liste, je ne sais pas laquelle, mais celle qui est le plus susceptible de renverser le pourri. Je ne dis pas qu'on ne va pas remplacer, qu'on ne va pas mettre d'autres connards. Je ne dis pas qu'on ne va pas renverser, qu'on ne va pas mettre d'autres connards. Mais au moins, on se débarrasse de la vérole qui est installée. Et une vérole, si on en met une autre à sa place, qui commence à s'installer, si on la surveille un peu plus comme on sait le faire, maintenant, elle aura beaucoup plus de mal à se développer. Mais débarrassez-vous de la vérole locale. Déjà. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je vais être très méchant avec vous. J'ai écrit 6 livres. Dans mes 6 livres, j'ai mis 1600 noms. Sur 1600 noms, il y a un paquet de mecs qui ont fait des choses pas bien avec des femmes. Quand je dis des choses pas bien, c'est vraiment des choses pas bien. J'en ai un, je vous donne un exemple, il est dans un de mes bouquins. Il était à poil tous les samedis dans la mairie. Il gardait juste ses chaussettes noires. C'est un mec qui avait installé la photocopieuse à la sortie de son bureau, il y avait juste 30 cm de passage, ce qui fait qu'à chaque fois qu'une nana faisait une photocopie, il sortait derrière, il se frottait la queue contre les fesses de la nana. C'est un mec, et je vous jure, tout ça c'est des extraits de justice. C'est un mec, quand il était à son bureau, il avait toujours la braguette ouverte, comme par hasard, il prenait la main de la nénette et il la mettait sous le bureau. Vous voyez le genre de mec salopard. Il y a 8 femmes qui ont porté plainte contre lui. Pour les 8 femmes, ça a été un parcours du combattant, comme d'habitude. Ils n'ont pas lâché. Le mec a été condamné. Le mec qui se représente, il est réélu au premier tour. Qui est con? Pardon, madame. Pardon, madame. J'ai mal entendu. Non, les électrices. Ce mec-là n'a pas été élu que par des hommes. Ce mec-là n'a pas été élu que par des hommes. Il a aussi été élu par des femmes qui aujourd'hui
Si jamais tu as le malheur, et moi ça m'est déjà arrivé, de dire bonjour à une femme dans le métro, tu veux un procès? J'ai rien dit. Parce qu'aujourd'hui on en est là. Et des femmes qui aujourd'hui, si jamais il y a le moindre truc de drague un peu vaseuse, te menace au prophète, te mettre sur internet en disant balance ton porc et mettre ton nom et ta photo, ils réalisent des connards pareils. Ils réalisent des connards pareils. Ah oui, mais elle l'a bien cherché. Non, non, elle l'a pas cherché. Moi j'ai une femme qui s'est suicidée, qui s'est jetée du 7e étage parce que le maire la harcelait. Et le mec a été dire, et des gens qui le soutenaient, bah, elle a fait ça pour l'emmerder. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Ce que je dis est toujours factuel. Je vous jure que c'est vrai, c'est les minutes du procès. Si elle s'est suicidée, c'est pour m'abattre. Bah tu penses. Elle était mère de 3 enfants. Donc nous-mêmes, arrêtons de voter pour les Vérolles. Et si on ne veut pas voter pour les Vérolles et s'en débarrasser, votons pour une autre liste. C'est dur ce que je suis en train de dire, parce que voter pour une liste, quand c'est pas forcément ses convictions, ça peut poser problème. Mais moi je dis tout plutôt que la Vérolle. Aujourd'hui, si on veut être efficace, il faut se débarrasser des connards et ne pas faire ce qu'ils attendent. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec moi, surtout ne viens pas voter. Je me fais attaquer publiquement par pareil, je pense qu'il y a des éléments qui te manquent. Je te conseille aussi de lire 6 livres d'un mec qui s'appelle Philippe Pascou, que je connais bien. Hein. Je suis un petit mec, un petit scribouillard. Il pose toujours avec un chapeau. C'est ça, tu sais, un chapeau, une écharpe. Il a écrit 6 livres où justement depuis 4 ou 5 ans, depuis 6 ans, 7 ans, il dénonce et il défend la femme de ménage qui est monoparentale. Il défend la personne qui travaille et qui vit dans sa voiture. Il défend la personne qui n'arrive pas à le retraiter. Comme je le dis à chaque fois, je l'ai déjà dit, je l'ai vu. Je l'ai dit encore il y a 3 jours à Montpellier. J'étais à Paris l'autre fois. Un petit monsieur de 80 ans, bien mis, costume cravate, avec le petit nœud papillon, qui était dans la rue dans un coin et qui regardait à droite et à gauche avec des yeux effrayés. À chaque fois que j'y pense, je ne peux pas m'empêcher d'avoir des trucs qui remontent. Et j'ai compris pourquoi ce monsieur regardait. Sa femme à 20 mètres était en train de fouiller dans les poubelles. Et quand il a vu que j'avais vu que sa femme fouillait dans les poubelles, il s'est mis à pleurer, ce monsieur. Parce que ce monsieur, ça aurait pu être mon grand-père. Ça aurait pu être ton grand-père. Et c'est vrai que c'est un type dont j'ai vu dans les yeux qu'il avait travaillé toute sa vie, lui et sa femme. Il n'avait pas été violent, il n'avait pas été voyou, il avait bossé, il avait fait son boulot, il avait payé ses cotisations. Et à 80 ans, en 2019, dans Paris, il était obligé de se cacher et envoyer sa femme fouiller dans les poubelles pour manger le soir. Eh bien, tu vois, malgré ce que tu viens de dire, je passe ma vie à me battre pour défendre ces gens-là. J'espère que le voyage vous a plu, la température extérieure est de 37 degrés. Attendez la fin de l'atterrissage pour défaire vos ceintures et vous en allez. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez fait un bon voyage. Il est temps aujourd'hui de passer la vitesse supérieure. Macron veut que les gilets jaunes ne s'organisent pas. Macron veut que les gilets jaunes ne deviennent plus des citoyens. Parce que c'est plus facile à manipuler. Donc structurez-vous, rentrez dans les associations, suivez et contrôlez les dirigeants d'associations de façon à ce qu'ils ne deviennent pas aussi pourris que les gens qui dénoncent aujourd'hui. C'est factuel et vrai. Si tu as le malheur d'aimer quelqu'un qui gagne plus de 1200 € net par mois, on te retire ton allocation. Personne se rend compte de cette folie. Ça veut dire quoi quand tu le transmets dans le quotidien? Ça veut dire qu'une handicapée qui touche l'allocation d'handicapé n'a pas le droit d'aimer quelqu'un qui gagne plus de 1200 €. Elle doit rester entre pauvres. Elle doit rester entre handicapés. Et bien ça, c'est une loi qu'a voté Macron il y a 5 ou 6 mois, que j'ai dénoncée. J'ai appelé des journaux, c'est paru dans des journaux, je l'ai mis dans mes livres, mais ça ne soulève pas l'effroi de l'ensemble de la population. Et c'est une des lois. Donc dis-toi bien que les handicapés, je me bats pour, je me bats comme un fou, mais il n'y a pas que ça. Quand je vois comment on traite les petits vieux dans les EHPAD, comme le nombre de dossiers que je reçois sur les gens sous tutelle, sous tutelle, qui sont dépossédés de leur pognon, quand je vois que Macron vote une loi qui est annoncée comme un progrès social, où les gens qui ont Alzheimer vont pouvoir aller voter. Le mec, il va être devant le bureau de vote, pour qui je vote? Ah, mais qu'est-ce que je fais là?
Mais il parle... Mais c'est légal en plus, et je ne suis pas contre, mais en plus cette loi elle existait. C'est-à-dire que quelqu'un qui était sous tutelle ou curatelle, si elle avait la capacité cognitive de voter, elle demandait une autorisation au juge, et le juge disait, bah oui, en dehors de ta tutelle, tu peux aller voter. Donc c'est encore une loi bidon de communication. Il a juste autorisé aux gens qui étaient sous Alzheimer de pouvoir aller voter. Et j'ai vu plein de gens qui disent, ah c'est bien. C'est bien de quoi je parle. Ah oui, c'est vrai. Et il parle aussi que nous, parents, si on a les moyens, il supprimera aussi une partie de l'allocation handicapée de notre enfant. Oui, je sais, mais je l'ai sorti dans... Il y a deux articles. C'est sorti dans Libération il y a 3 jours. Quand j'ai redit qu'aujourd'hui, il y a une loi qui peut, et ils s'en sont servis dans plusieurs départements, regarder ton compte en banque, et si jamais tu reçois de l'argent de ta mère ou de ton père qui t'aide alors que tu es au RSA, ils peuvent te supprimer une partie de ton RSA. Moi je dis simplement, et à la limite, tu vois, je vais être très ouvert. Pourquoi pas? Mais j'aimerais qu'on fasse la même chose avec les mecs qui font de la fraude fiscale. Que aussi on ait fouillé dans leur compte en banque et qu'on dit, bah pourquoi t'as viré 50 millions d'euros en Suisse? Mais ils ne le font pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de contrôle sur la fraude sociale que sur la fraude fiscale. Ils ont embauché 200 contrôleurs pour contrôler les gens qui touchaient le RSA. Et dans le même temps, ils ont retiré 2600 fonctionnaires, dont d'énormes fonctionnaires pour s'occuper de la fraude fiscale. Cherchez l'erreur. Et bien tout ça, plus vous le savez, plus vous êtes au courant, moins ils peuvent le faire. Et moi, c'est juste mon combat. Mon combat, c'est que vous sachiez que le député qui vient me voir en disant « Ah, je suis pauvre, j'y arrive pas ». Page 27 du livre de Pasco, je sais que tu gagnes 23 000 € par mois. Camembert. Camembert. Moi, je suis là pour les mecs qui vous disent pas, comme la nana que j'ai plantée, qui est la vice-présidente du conseil régional de je sais plus quel coin, dans le coin, Madame Nègre, qui avait détourné du pognon à une association d'handicapés et qui avait fait un plaidé coupable. Et avec le plaidé coupable, elle avait été condamnée à un petit truc, puis personne n'en parlait. Quand je l'ai su, je l'ai appelé sur son lieu de vacances. Je l'ai appelé. On disait, c'est pas bien, madame, quand même, ce que vous avez fait, vous avez piqué du pognon, vous êtes gentil. Allez vous faire foutre, j'ai payé ma lettre, je suis en vacances. Ah, pas de problème. J'ai appelé la Dépêche du Midi. Ils publient pas. Ah bah non, on peut pas, tu comprends, c'est une copine. J'ai appelé la Provence, Bernard Tapie, que je connais. Ouais, mais tu me fais chier, Pasco, c'est une histoire ancienne, ça dure de 6 mois, j'ai pas publié. Eh ben, on a publié l'affaire sur des petits blogs de gens comme vous. Ça a fait le buzz. Ça a fait le buzz. 3 mois après, elle était obligée de démissionner de son poste. On avait gagné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, même avec nos petits blogs, avec nos petites mains, avec notre petit internet, si vous balancez la véritable information, si vous vous donnez la peine de la relier et de la contrôler, pas passer n'importe quel fake, parce que j'en vois plein qui passent, de bonnes intentions, parce que les gens ne vérifient pas, on peut gagner. Parce que, encore une fois, je vous dis, nous sommes le nombre, nous sommes la force, on ne sait pas encore s'en servir, on est en train de balbutier dans la constitution de la force, et ça leur fait peur, et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on s'organise. Donc organisez-vous, sortez de vos gilets, devenez des citoyens, et baisons-les.